Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Chapitre 1er. Les hypothèses herméneutiques dans la théorie musicale contemporaine. La conception élargie de l'herméneutique musicale est l'idée musicale du XVIIe siècle. Dans sa préface aux actes du colloque sur l'herméneutique musicale qui a eu lieu à Francfort en 1973, Karl Dallaos a relevé la nécessité d'élargir le concept de l'herméneutique musicale, à savoir de quitter son acception étroite, héritée du XIXe siècle, en premier lieu, en exposant à la critique à l'apostrophe. Ancienne méthode de Hermann Kretschmar 1848 à 1924, plus tard modifiée mais au fond adoptée par Arnold Schering 1877 à 1941, qui reposait sur la conception de saisissement linguistique, du contenu affectif des motifs et des thèmes musicaux. La perspective de l'ouverture du concept se fonde, d'après Dallaos, dans la possibilité de dépasser les anciennes polarisations méthodologiques entre la Inhaltanalyse et la Formenanalyse, entre la subjectivité de l'herméneutique et l'objectivité de l'analyse structurale, entre la Widerspiegelungstheorie et la Projectionstheorie, ainsi que la polarisation du champ musical lui-même, celle entre la forme et les traits expressifs de la musique. Leur tension se résout dans l'intentionnalité de l'une et des autres. L'idée d'amplification du domaine de l'herméneutique musicale, en tant que théorie et méthode, est essentiellement liée au renoncement complet à l'esthétique romantique. D'une part, cela implique une revalorisation de l'ancien concept dans le contexte de l'esprit théorique du XXe siècle, ou plus précisément de sa deuxième moitié, pour ne prendre pour le moment que les cadres les plus larges. Mais l'autre conséquence hautement significative de cette supposition est celle que la conception de l'herméneutique musicale ainsi révolutionnée ne communique plus non seulement avec le modèle de la pensée musicale, mais pas davantage avec le modèle de la création artistique, donc avec la poétique du XIXe siècle. Son point de référence n'est plus l'habileté privilégiée de discerner le message incrusté dans l'œuvre par le créateur également privilégié, ce qui totalise la signification de l'œuvre et des apostrophes. Une manière encore plus paradoxale son interprétation, mais au contraire, la capacité de révéler le modèle de l'art qui affirme et produit la pluralité sémantique et provoque alors la pluralité des interprétations, qui plus est, dont l'être assume déjà en soi, inclut dans sa propre fondation cette pluralité interprétative. La conception revalorisée et élargie de l'herméneutique musicale retrouve alors la conception musicale du XVIIIe siècle. Cela introduit, immédiatement, dans notre examen un courant souterrain, voire une problématique supplémentaire provenant de cette communication spécifique qui s'établit entre les modes esthétiques du siècle des Lumières et la fin du XXe siècle. Le réexamen de Dallaos met donc en relation les problèmes fondamentaux de l'herméneutique musicale avec l'idée musicale du XVIIIe siècle, et cela dans le contraste avec l'esthétique musicale romantique. De là proviennent quelques suppositions particulièrement importantes pour nos considérations. Expression musicale indirecte. Une couche médiane entre la sémantique et la syntaxe. Tout d'abord, il faut rappeler avec Dallaos que jusqu'à l'époque de son émancipation, le concept même de la musique avait été pris dans un sens beaucoup plus large. Il comprenait les textes, les programmes et les affects représentés, donc les phénomènes désignés plus tard par le XIXe siècle comme phénomènes extramusicaux. Nous voudrions particulièrement souligner ici cette unité complexe définissant le statut de la musique au XVIIIe siècle. Cependant, l'idée postérieure d'extramusicalité, qui représente alors une idée historiquement limitée sur ce qui est la musique, indique que dans la perspective diachronique, un potentiel de désunion résidait déjà à l'intérieur de cette unité. Or, grâce à cela se révèle un aspect encore plus important, l'aspect synchronique de la conception musicale de cette époque-là comme à la fois unité et dualité, ou bien, comme l'unité de ce qui est potentiellement de point de vue diachronique, pluriel. Le concept d'émancipation de la musique, d'émancipation des textes de même que des fonctions extramusicales, comprises comme émancipation du langage secondaire qui dépend du langage premier de l'expression directe, arrive alors comme une conséquence historique logique de ce double statut de l'être musical. Cela renvoie de nouveau à la synchronicité du phénomène examiné en précisant sa propre constitution à la fois unie et double.
Il s'agit alors en même temps de l'unité et de la dualité langagière, d'un seul langage, en tant que forme de l'unité ontologique, et de deux langages dont le deuxième se présente comme forme indirecte du premier, avec la perspective historique de gagner son autonomie parfaite. Or, de même que l'idée de saisissement de l'autonomie, soutenant l'observation diachronique du problème, affirme immédiatement le caractère langagier de la musique, comme langage secondaire modelé et puis dans le temps détaché du langage premier, de même, à l'heure de l'autonomie saisie, rappelant le regard synchronique, la musique se trouve à nouveau affrontée à la nécessité d'éprouver son statut de langage. Dallaos souligne que chaque effort pour protéger la musique des reproches qu'elle n'est rien d'autre qu'une structure des sons passe par deux voies. D'une part, par l'idée d'émancipation, justement mentionnée, et d'autre part par l'appui sur les anciennes disciplines, sur la grammaire et la rhétorique. Dans ce deuxième cas, représentant l'aspect synchronique, bien qu'historiquement fondé, de considération du caractère langagier de la musique, il s'agit en effet de l'essai de reconnaître dans la musique deux niveaux fondamentaux de la langue, les niveaux syntaxiques et sémantiques. Tous les niveaux du langage verbal, constate Dallaos, phonétique, morphologique et syntaxique, sémantique et pragmatique, plus ou moins analogues, sont reconnus dans la musique, de sorte qu'on peut parler avec succès de la musique en langue strictement linguistique. Cependant, les difficultés surgissent davantage du côté syntaxique que du côté sémantique et elles sont clairement résumées par Dallaos en deux constatations importantes. Soit qu'il s'agisse des figures musicales rhétoriques du XVIe au XVIIIe siècle, soit des leitmotifs de Wagner, le problème principal se situe dans le régime périodique du moment sémantique musical. Dans la musique, les moments sémantiques se réalisent uniquement d'une manière intermittente, non comme une couche continue. La difficulté sémantique est en corrélation avec celle du niveau syntaxique. La syntaxe qui n'est pas sémantiquement fondée est-elle toutefois la syntaxe ? Quel sens y a-t-il à considérer la structure musicale comme syntaxe, si la couche syntaxique ne forme pas le corrélat continu de la couche sémantique ? Formulé avec une telle précision, le problème révèle manifestement l'aporie persistante de la musique, l'aporie reflétant à la fois la proximité de la musique au niveau constitutif du langage et son écart par rapport à eux, à savoir l'existence simultanée des éléments d'identité et de différence entre deux domaines. Cette idée de simultanéité de deux catégories d'éléments comme déterminative de la relation musique-langage devient donc l'idée centrale des considérations de Dallaos. C'est par cela même qu'on arrive alors à rejeter chaque résolution exclusiviste de l'aporie, à quitter les conceptions d'identité aussi bien que de différence absolue des deux domaines, et par conséquent à dépasser les anciennes polarisations méthodologiques. Contrairement aux théories antérieures qui reposaient sur la disjonction des niveaux qui forment le champ de la relation envisagée, on émet l'hypothèse qu'il s'agisse en effet d'un niveau médian, mittleren Schicht, entre la syntaxe et la sémantique musicale, une couche qui porte les moments syntaxiques, aussi bien que les moments sémantiques de la musique, qui fondent donc leur caractère langagier, sans avoir pourtant d'analogue dans la langue verbale. Ce moment de médiation multiple définissant la position dialectique de Dallaos, voire l'oscillation des principes divergents, ou même opposés s'effectuant dans une couche médiane entre la syntaxe et la sémantique musicale, entre la musique et le langage, jette alors une nouvelle lumière sur l'aspect important de la relation musique-langage, sur la représentation musicale des affects. Quant aux affects représentés par la musique, on affirmait tour à tour qu'ils étaient plus déterminés ou moins déterminés que les émotions caractérisées par la langue verbale. Si on a l'impression que c'est de la thèse et de l'antithèse qu'il s'agisse ici, on se trompe certainement. L'indétermination provoquée par l'absence de l'objet et la détermination dans le sens de différenciation ne s'excluent pas mutuellement. En effet, on pourrait dire que l'expression musicale regagne en connotation autant qu'elle perd en dénotation. Le sens des mots précédents de Dallaos se résume en supposition que c'est de l'expression musicale elle-même que les émotions représentées dans la musique puisent leur qualité d'émotion. Ce sont des qualités qui deviennent émotions seulement en tant qu'émotions représentées par la musique. Mais cela ne renvoie pas à la conception d'émotion sui generis, donc sans objet, inconcrète, sans aucun fondement psychique inreux, et par conséquent intraduisible en langue verbale. Au contraire, le sentiment provoqué par la musique, une intériorité sonorée est différent, mais il n'est pas absolument différent du sentiment quotidien, réel.
L'événement qui est esthétiquement décisif, c'est l'écart par rapport au sentiment réel ou bien par rapport à la langue verbale. Donc, le sentiment, l'émotion, l'affect qui se produit dans la musique et par la musique exerce une différence mais en même temps une similarité au sentiment réel. C'est justement cet écart par rapport à l'objet réel avec lequel on retient cependant la relation qui définit alors, d'après Dallaos, l'événement esthétique, à savoir, la position esthétique, l'émotion en tant qu'émotion représentée dans la musique. Par conséquent, la difficulté de traduction de la musique en langue verbale ne provient pas de son caractère indéterminé, voire de l'absence d'objet. La traduction ne se rapporte pas aux objets ou aux faits qu'on dénote par les mots ou par les phrases, mais à la signification et au sens. La difficulté de la traduction ne provient pas du vide sémantique de la musique, mais de l'hétérogénéité des interlocuteurs. Elle ne témoigne pas de l'absence d'objet dans la musique, mais des limites du langage. Il y a moins de degrés pour marquer dans quelle mesure une langue est traduisible dans une autre que de degrés pour marquer l'intraduisible. La musique ne privilégie donc pas du tout cette difficulté de traduction. Elle apparaît également à la rencontre des langues verbales étrangères. En effet, elle existe nécessairement dans chaque dialogue, parce qu'un accord parfait entre deux personnes va à l'encontre de chaque individualité. Les limites du langage résident dans sa propre capacité d'aller par-delà soi-même, en dépassant son propre aspect de convention et de règles, sa propre universalité, par le pouvoir d'individuation, de distanciation, vers l'intraduisible, vers le non-dit, même vers l'indicible, tout en restant à l'intérieur des possibilités offertes par le langage lui-même. Le caractère presque intraduisible du mot poétique n'annule pas son fondement linguistique. De même, l'impression d'inadéquation s'ouvrant à la transposition verbale de l'œuvre musicale n'approuve pas de soi la nature non langagière ou encore la Gegenstandslosigkeit de la musique. Chaque dialogue, où s'accomplit d'après Gadamer l'instance langagière, et d'autant plus le dialogue des langues étrangères, voire différentes, est le processus sans fin où la pure correspondance n'est simplement pas possible. Les mêmes mots ou des mots très voisins peuvent avoir une connotation tout à fait différente dans le contexte d'une autre langue. Le mot poétique est le cas extrême, Gadamer, de cette étrangeté du langage envers soi-même fixant en même temps ses limites. La musique, ou son langage, ne manifeste-t-elle pas seulement le cas encore plus extrême de cette étrangeté langagière? Parce que les aspects fondamentaux de la langue conçue comme dialogue, c'est-à-dire à la fois comme convention et la capacité d'individuation, de distance, s'appliquent surtout à la langue des mots, mais sans doute aussi à la langue des gestes, des mœurs et des formes d'expression des différents mondes vécus qui sont étrangers les uns aux autres. La difficulté de traduction et l'absence d'objet ne dénient pas, selon Dallaos, le caractère langagier de la musique, mais le rendent seulement plus étroit, moins évident. Celui qui nierait l'hypothèse de la musique comme langage, devrait détacher, affirme Dallaos, du concept de langage la poésie lyrique qui est sans objet, sans que les mots perdent leur signification. 25. Le renvoi de Dallaos à la poésie lyrique, voire le parallèle qu'il établit entre le statut du langage de la musique et celui de la poésie, où les caractéristiques du langage échappent à l'évidence immédiate, perdent la liaison directe et claire avec le champ d'objet et rencontrent les difficultés de traduction, est conforme à l'idée de Gadamer sur les limites du langage comme symptôme de son autodépassement, de son pouvoir d'individuation dont la poésie lyrique représente le cas extrême, sans qu'il quitte pourtant l'apostrophe intérieure de ses propres possibilités. La moindre évidence du caractère langagier de la musique renvoie ainsi penser au surplus et non à l'absence de sa vigueur. Musique, langage, autonomie, dépendance, émancipation. Cependant, il est évident que si les limites constatées n'arrivent pas à contester le caractère langagier de la musique, cela ne veut pas dire encore que celui-ci soit prouvé. Parce que entre la poésie et la musique existe toujours une différence spécifique qui réside dans l'attitude prise, presque en axiome, que s'il peut jamais arriver à la poésie de perdre de vue son habitat langagier, lui-même n'est cependant jamais en question. Quant à la musique, au contraire, elle s'affronte depuis toujours à la nécessité de démontrer qu'elle a en sa propre possession les propriétés et les capacités du langage. C'est dans le débat avec l'instance extrême de ce processus de contestation, dans une réinterprétation de l'esthétique hanslickienne des arabesques sonores, réinterprétation issue des contradictions et de la position intrinsèquement négative de cette esthétique elle-même,
que Dallaos arrive aux précisions concernant la fondation langagière de la musique, considérée synchroniquement et diachroniquement. Hanslick parlait même des pensées musicales. L'erreur essentielle est, selon Dallaos, de dénier la différence entre le présent et le représenté dans la musique, entre ce qui est acoustiquement donné et sa signification musicale. C'est pour se confronter à la doctrine de la nouvelle école allemande que Hanslick a réduit le son musical à l'analogon du matériel phonétique de la langue. Cependant, tandis que dans la langue verbale, l'expression n'est que le matériel sonore, dans la musique, elle indique aussi bien le moment RE accent aigu L que le moment intentionnel, le son et sa fonction musicale. De là dérive la proposition centrale de Dallaos, par analogie à la langue, ou bien comme la langue, la musique est à plusieurs couches, Mehrschichtig, le matériel sonore, le acoustiquement donné exprime le sens. Or, cette position esthétique est historiquement fondée dans un sens fondamental. Ne pas s'apercevoir de cette fondation historique, cela impliquerait omettre le moment déterminatif. En même temps, cette détermination historique du potentiel langagier de la musique, permettant alors l'ouverture herméneutique, nous ramène à notre objet de considération, la voie historique du rapport de la musique et du langage à laquelle se relie la théorie herméneutique, leur relation de contingence causale, occupe notre attention en premier lieu pour sa capacité de reproblématiser le statut de la musique au XVIIIe siècle. Le caractère langagier de la musique, Sprachenlichkeit, permettant de parler de la parenté entre la musique et le langage, ou bien de la musique comme langage, doit en premier lieu être conçu comme un phénomène historique, comme le résultat du développement où la musique a été dans le premier temps liée au langage, afin de devenir ensuite elle-même langage. Les théories de Rousseau et de Herder sur la langue originaire en disent moins sur l'état naturel de la musique que de ses tendances au XVIIIe siècle. De là provient le point principal de la réflexion de Dallaos, à savoir que l'esthétique de Hanslick, voire la doctrine de la musique absolue du XIXe siècle, n'a été que le reflet théorique du phénomène historique, voire du processus d'émancipation de la musique instrumentale, qui, commencé au XVIIe siècle, a atteint son apogée au XVIIIe. Or, cela n'annonçait pas qu'une fois émancipée, la musique se retirait en soi-même, dans une forme des sons en mouvement, mais elle pouvait se détacher du langage parce qu'elle devenait elle-même langage, qui représente une unité de sens. Ici, Dallaos rappelle la proposition conclusive du fragment d'Adorno, c'est en s'éloignant du langage que la musique réalise sa similitude avec lui. Si la spécificité de la musique, et aussi de la musique absolue, est, comme le pointe conséquemment Dallaos, que ses propriétés déterminatives ne soient pas spécifiquement musicales, la question qui s'ouvre alors d'une manière prégnante devient la suivante. Comment la musique réalise-t-elle ses propriétés spécifiques qui sont de nature langagière et non proprement musicale, tout en restant dans un sens fort la musique ? Qui plus est, il semble que la non-spécificité de la musique, donc le potentiel langagier de la musique, soit directement proportionnelle au degré de son autonomie par rapport à la langue verbale. Mais c'est seulement posé dans la perspective diachronique que cette question acquiert toute son ampleur et toute sa valeur spécifique. Dans cette perspective s'impose une hypothèse principale. C'est que dans le premier temps, la musique se trouvait dans un état non langagier tout en étant étroitement liée à la langue verbale. Puis, au courant du processus s'ensuivant de cet état, elle gagnait progressivement de l'intérieur même de sa liaison avec le langage, les propriétés similaires à celles du langage. À l'issue de ce processus, elle pouvait rompre ses liens avec la langue verbale parce qu'elle a atteint les outils pour passer elle-même à l'état langagier. La question provenant de cette perspective diachronique concerne surtout le mode de développement de ce processus dans lequel la musique se détachait de la langue verbale. Elle met l'accent sur l'étape médiane, sur ce point critique du double statut de la musique par rapport à la langue, de dépendance encore présente et de l'autonomie acquise obligeant le mouvement vers l'autonomie parfaite. Du point de vue historique, il devient donc possible de reformuler la question : comment s'est déroulé ce passage de l'état de dépendance à l'état d'autonomie par rapport à la langue verbale ? Dans une forme plus réduite, cette question introduit à nouveau la perspective synchronique. Elle interroge sur le statut de la musique en interrogeant le moment décisif de son histoire. Comment l'étape du double statut de la musique par rapport à la langue a-t-elle été réellement possible et comment la dialectique de la présence et de l'absence de la langue dans la musique peut-elle généralement être expliquée ?
Une position herméneutique de réconciliation. L'esthétique musicale de Dallaos se maintient dans la tension et se réalise dans la médiation entre deux visions de la musique génériquement opposées. Entre la transcendance et l'immanence, entre l'historicisme et le substantialisme, entre l'intentionnalité et la structure sui generis. Cela veut dire que si elle privilégie la vue historiciste et la détermination intentionnelle de l'œuvre musicale, elle ne supprime pas pourtant la conception d'immanence et d'autonomie structurale. Qui plus est, c'est justement ce nouveau contexte dans lequel la position centrale est occupée par la problématique de la langue et par sa dimension structurale qui permet à Dallaos de déduire une conception de l'herméneutique musicale reformulée et élargie. D'ailleurs, l'une des thèses principales de Dallaos, celle sur la conditionnalité historique de la théorie, concerne également sa théorie musicale. Sa contemporanéité réside dans le fait qu'elle n'eût pu se passer des acquisitions structuralistes fondamentales, aussi bien que la vision structuraliste elle-même n'eût pu que difficilement subsister dans le champ d'autonomie de la dimension structurale absolutisée. Ces distinctions impliquent seulement que l'accent changea avec chaque nouvelle époque de l'histoire musicale, et non que les vues plus anciennes fussent totalement supprimées par celles qui leur ont succédé. Cette attitude historiciste par excellence relève d'une autre thèse que les prémices esthétiques sont elles-mêmes historiques. Si même le paradigme artistique et théorique anti-historiciste finit par se noyer dans la nécessité du progrès temporel, c'est parce que Dallaos, malgré toutes les réserves exprimées, ne renonce pas au fond à la perspective d'une réconciliation de deux points de vue qui aurait été une approche historique intrinsèque, la révélation de l'histoire contenue dans l'œuvre elle-même. Cependant, l'accent restant toujours mis sur l'histoire témoigne de la nature herméneutique de la théorie de Dallaos comme théorie du dialogue, de la sympathie, de l'écoute, d'entrelacement avec l'interlocuteur, à l'opposition de la mauvaise humeur comme base de la recherche historique, caractéristique de ce style du positivisme qui est modelé sur la cross-examination des témoins. L'esprit de notre temps semble avoir trouvé son expression la plus adéquate dans ces tribunaux où la culpabilité est présupposée, jusqu'à ce que l'innocence ne soit prouvée. C'est dans ce contraste subtil mais important, dans cette opposition n'allant cependant nullement jusqu'à l'exclusion de l'esprit de notre temps, qu'il faut considérer l'herméneutique musicale proposée par Dallaos, plutôt que dans la lumière du reflet attardé de la philosophie de la conscience et de la subjectivité. C'est dans ce contexte théorique et méthodologique, dans le contexte de fusion, de médiation et de réconciliation envisagée de deux positions opposées, que le recours de Dallaos à la musique du XVIIIe siècle acquiert une importance particulière. Qui plus est, le statut même de la musique au XVIIIe siècle semble soutenir cette dualité méthodologique, conçue, malgré le concept dialectique hegelin utilisé de réconciliation, d'une manière nietzschéenne, comme coexistence des contradictions, comme affirmation des différences. À travers ce moment est aussi médiatisée alors la correspondance se révélant exister entre l'esprit de notre temps et l'esprit du XVIIIe siècle. Car si dans ce siècle se croisaient les conceptions référentielles, expressionnistes et absolues de la musique, l'immanence et la transcendance, la structure et l'intention, l'idée de finalité de la musique et de musique sans fin, tant au niveau de la musica pratica qu'à celui de la musica poetica, cela implique que la recherche prétendant être à la hauteur de la règle que chaque époque doit être comprise en ses propres termes, est appelée à trouver dans son propre paysage méthodologique la dualité immanente au paysage recherché. Et vice-versa, la théorie intégrant en soi, en qualité constitutive, la tension entre les conceptions méthodologiques opposées se retourne vers la période historique lui assurant la fondation empirique. C'est de cette perspective que s'ouvre alors la double lecture de Dallaos de la musique du XVIIIe siècle, la problématique s'ensuivant de ses propres contradictions et corrélativement, la conception élargie de l'herméneutique musicale. En quittant l'idée de l'herméneutique musicale ancienne adossée sur l'analyse du contenu, Dallaos réoriente l'examen vers l'aspect structural fondé sur l'analogie entre les niveaux phonétiques, morphologiques, syntaxiques, de la langue et de la musique. Cette analogie se montre complète de sorte qu'on peut parler de la musique en langue stricte linguistique. Or, la syntaxe musicale prise dans son aspect formel et matériel ne serait jamais le vrai analogon à la syntaxe linguistique, voire elle n'atteindrait jamais le statut de la syntaxe au sens propre du mot, sans fondation sémantique.
En faisant un pas de plus dans cette direction, toujours appuyé sur la terminologie de la théorie linguistique, voire de la sémiologie, nous pourrions classer la peinture musicale comme les icônes, les figures rhétoriques musicales du XVIe au XIXe siècle ou les leitmotifs de Wagner comme les symboles, et les gestes expressifs de la musique sentimentale et expressive comme les indices. Cependant, le problème persistera à cause du régime intermittent des moments sémantiques de la musique ainsi identifiés, voire du régime partiel de l'espace sémantique musical. L'insuffisance de la vue structuraliste se révèle dans l'impossibilité de reconnaître une couche sémantique continue, en tant que corrélat à la couche syntaxique, ce qui permettrait seulement d'établir l'analogie structurale complète. C'est alors là, en quête de ce niveau de sémanticité musicale, que se libère la place pour l'herméneutique, mais comme on peut le voir, pour une herméneutique musicale qui, au lieu de rejeter, accepte la demande structurale, qui plus est, qui part de ses propositions. Paradoxalement, il paraît que ce n'est que l'accomplissement de cette tâche herméneutique, sur le fond du niveau sémantique musical assuré, qui pourrait au moins théoriquement répondre à l'impératif sémiologique lui-même. Il faut que le champ de la langue, même abstraite du domaine du langage et de la parole vive, soit rempli des signes, pour qu'on puisse s'abandonner à l'examen des mécanismes de leur fonctionnement. Évidemment, cette proposition qui s'impose comme condition logique, donc, de nature purement formelle, précède chaque discussion de méthode entre la sémantique et la sémiologie. Elle ne concerne que le domaine musical car quant à la langue verbale, elle est satisfaite d'une manière a priori. Cependant, cet angle de considération de la situation musicale se montre susceptible de reproblématiser encore une fois la question structurale et sémiologique de la langue verbale. La réponse de Dallaos est trouvée, comme on a pu le voir, dans le niveau médian entre la syntaxe et la sémantique, dans une couche qui porte les moments syntaxiques, aussi bien que les moments sémantiques de la musique, qui fondent donc leur caractère langagier, sans avoir pourtant l'analogue dans la langue verbale. Or, cette réponse est fortement enracinée dans l'état ambigu de l'être de la musique au XVIIIe siècle. C'est grâce à la tonalité codifiée et à la syntaxe carrée, également soutenue par la fonctionnalité tonale, que la musique est constituée en système, en structure réglée, universelle, conventionnelle et inconsciente. Mais le normatif et réel sont susceptibles d'exceptions, sous l'aspect des licences par rapport à la norme, où on reconnaît alors l'autre niveau de cette texture à plusieurs couches, contredisant sa nature structurale, le niveau intentionnel, individuel et conscient. Cette dualité se constitue comme syntaxe sémantiquement réglée, en reflétant en même temps la dualité du réel et de l'intentionnel réunis dans le son, en tant que son et sa fonction musicale, voire en tant que relation musicale immanente entre le signifiant et le signifié. Entre le formalisme pur et l'ancienne esthétique de contenu, entre la langue, structure relationnelle abstraite et les contenus extramusicaux, la tâche de l'herméneutique musicale élargie devient d'identifier ce potentiel langagier de la musique, qui n'a pas pourtant l'analogue dans la langue verbale, et d'expliquer son ancrage historique dans ce moment-là où elle a pu se détacher du langage parce qu'elle devenait elle-même langage. L'ouverture de la sémiologie musicale vers l'historicisme. L'impossibilité déterminative de négliger le moment historique se révèle même dans ces théories qui, à la différence de celle de Dallaos, reprennent la position de la linguistique structurale en tant que position de source. Qui plus est, il paraît paradoxalement que c'est justement ce trait distinctif de la musique par rapport à la langue, n'étant pas cependant d'après Dallaos, de nature proprement musicale mais en revanche plutôt langagière, qui décide de l'ouverture vers l'historicisme, vers la sémantique et ultérieurement vers l'herméneutique. L'antinomie absolue établie par Saussure entre la synchronie et la diachronie, entre les lois statiques et évolutives, postulant la méthode synchronique, le statut arbitraire et extérieur des faits diachroniques, ne semble pas persister dans son aspect exclusiviste face aux lois immanentes musicales. En ce sens, et conformément à l'hypothèse exposée de Dallaos, Nattier reconnaît l'acception historique de la théorie musicale, même celle qui affirme le signe égal entre la linguistique et la sémiologie musicale. Autrement dit, la conditionnalité historique de la théorie musicale relativise, suspend même, la généralité de cette équivalence établie par les successeurs de la tradition linguistique. Si nous n'avons pas peu contribué pour ce qui est de la musique, à mettre le signe égal entre la sémiologie musicale et l'utilisation de la linguistique,
il est temps d'insister sur le caractère historique de cette conception. Or, l'importance de la perspective diachronique concerne avant tout les changements du système musical lui-même. Au moins dans la musique dite savante, les systèmes musicaux évoluent de manière beaucoup plus consciente et voulue que les systèmes linguistiques, car les changements ne résultent pas d'une activité sociale dans laquelle on discerne mal la première manifestation d'une évolution, mais d'actes de création individuelle posés par des compositeurs. Comme si la nature propre de la musique échappait à la conception systématisante, universaliste et inconsciente et reconnaissait l'intentionnalité, le particulier et la conscience comme ses propriétés déterminatives. Ce n'est que par cette évidence que s'expliquent alors les changements beaucoup plus frappants et plus fréquents des systèmes musicaux que des systèmes linguistiques. Cette inclinaison de la musique vers l'histoire, en fait, le caractère expressément dynamique de son régime interne permet que l'accent soit posé sur l'hypothèse diachronique, que le désordre ne vient pas de l'extérieur, mais que le germe des changements se situe à l'intérieur du système du langage, qu'il réside dans un état linguistique donné. Lu de l'angle des changements importants et radicaux des systèmes musicaux, l'affirmation connue de Hjelmslev que les changements linguistiques ne sont pas dus simplement à des tendances limitées à une population donnée, mais aussi à une prédisposition au changement dans le système du langage lui-même, devient une concession encore plus significative à l'historicisme. En ce sens, le cas de la musique semble imposer une ouverture du cadre fermé de la linguistique structurale, de même qu'il s'est montré résistant aux prémices vagues de la pure esthétique du contenu. Nous allons nous arrêter sur quelques aspects de cette ouverture, particulièrement importants pour l'examen de la musique vocale et du statut de la musique au XVIIIe siècle. Il va presque sans dire que cette ouverture s'opère à l'intérieur de l'approche structuraliste, voire sémiologique, et qu'elle n'entend pas du tout renoncer à ce domaine de base. L'une des affirmations initiales de la sémiologie de Nattier est particulièrement convaincante et indicative pour notre sujet. Sans nous poser la question à quelle catégorie sémiologique correspond telle ou telle possibilité expressive de la musique, nous en ferons l'inventaire dans le chapitre sur la sémantique musicale. Cela veut-il dire que nous aurons pour autant abandonné la perspective sémiologique ? Pas le moins du monde, mais les différentes familles de signes ne sont pas des instruments adéquats à l'aide desquels on puisse construire une sémiologie musicale. En effet, la constatation de Nattier reproblématise dans le domaine de la musique la question de primauté déjà maintes fois posée entre la sémantique et la sémiologie. Mais il semble que c'est encore la spécificité générique de la musique qui n'autorise pas ici non plus les réponses analogues à celles du domaine de la linguistique, au moins pour deux raisons. D'abord, la réduction structuraliste du langage, à savoir la réduction de la parole vive à la langue, exige que le domaine à réduire soit préexistant et confirmé. Deuxièmement, et conséquemment à l'hypothèse précédente, l'immanence du signe, voire la priorité du signe sur la signification n', est pas du tout évidente dans le cas de la musique. Il paraît très difficile de confirmer la dimension symbolique absolue, pure de la musique, voire d'affirmer, en variant la thèse de Lévi-Strauss, que la musique signifiait avant de signifier quelque chose. Seulement les approches synchroniques absolutisées, donc fondamentalement non historiques, ou bien panhistoriques, permettent des propositions pareilles mais au risque d'un agnosticisme pas moins total. Dire que le signifié musical est immanent au signifiant est une proposition gestaltiste, constata Nattier en reprenant la citation illustrative de Schleuser. Le sens de l'œuvre est immanent et ineffable, impossible de l'exposer au terme rationnel. Impossible donc non seulement de le communiquer à autrui, mais de l'expliciter à soi-même. Schleuser, Introduction à J.S. Bach, 1947. La perspective gestaltiste, conclut Nattier, ne peut rester que programmatique. Résolument perceptive, elle échoue à proposer des méthodes pour traduire verbalement la compréhension, c'est-à-dire la saisie de la forme. Il faut remarquer que la critique de Nattier adressée à la conception gestaltiste reprend ici le vocabulaire, compréhension, traduction verbale, et atteint presque la position de l'herméneutique. Le trait distinctif se révèle être sur ce point aussi la dimension historique intrinsèque de la musique, l'aspect conscient et voulu de son évolution. C'est à la prétention déclarée de signifier quelque chose, donc à la prétention référentielle claire de la musique que succédait son geste non référentiel. En général, c'est la négligence de cette dimension historique,
provenu des tendances à établir une analogie simple entre la musique et la langue verbale qui conduisait aux imprécisions à l'égard de ce problème. En ne nous occupant pas ici d'autres différences, soulignons seulement que la fonction communicationnelle est la fonction sui generis de la langue verbale, lui assurant la position privilégiée du métalangage, susceptible d'exclusion, dans l'histoire littéraire ou dans la théorie. Au fond, comme on l'a vu avec Dallaos, ces deux moments sont difficilement séparables. La théorie postulant la dimension hypostatique du langage est elle aussi le phénomène historique, puisant son orientation de l'attitude négative envers la conception référentielle, transitive, transcendantale du langage. Quant à la musique, au contraire, elle ne dispose pas d'un système communicationnel prêt et c'est pourquoi l'adoption de la fonction référentielle apparaît comme résultante d'une décision, d'un geste intentionné, voulu, se faisant dans le domaine de l'art. C'est là que se révèle aussi la raison pour laquelle dans le domaine de la musique, c'est l'art, ce sont les compositeurs qui changent le système, pour laquelle l'art se situe diachroniquement contrairement à la littérature avant le système. Tandis que dans la littérature, l'événement est représenté par la décision de transformer les mots en choses, de supprimer la référentialité générique de la langue. Dans la musique, il se reconnaît dans la décision inverse d'établir la fonction référentielle par rapport aux choses. Conséquemment, la décision de la littérature est primordialement négative par rapport à la référentialité comme telle, alors que celle de la musique est positive. Les deux se rapportent négativement envers leur dominante générique, quand elles veulent produire les événements dans l'historé. Et l'histoire nous communique de sa part que ces événements étaient de l'ordre des renversements coperniciens. Donc, dans le cas de la musique, c'est la décision une fois prise et instaurée d'accepter la fonction référentielle en qualité de geste intentionné, conscient, produisant un événement, qui permet la décision ultérieure opposée, analogue à celle de la littérature, d'annuler, de supprimer la référentialité. La théorie hanslickienne, formaliste de la musique, approuve elle aussi ce moment intentionnel fort, consécutif cependant à l'intention explicitée de la musique elle-même. La musique existe-t-elle en général de manière inconsciente, abstraite, hors de l'histoire ? Se trouve-t-elle jamais en état du système pur ? Rappelons pour le moment la remarque de Dallaos sur la théorie contre-historique, préhistorique de Rousseau. Elle disait moins, affirmait Dallaos, sur l'état naturel de la musique que sur ses tendances au XVIIIe siècle. Elle disait plus sur l'intention de la musique de se concevoir en langage, que sur son statut panlinguistique. En ce sens, l'hypothèse s'impose que le monde pur et clos musical, des signes, est un phénomène historique, qu'il est en effet le monde épuré, de ce qui lui est extérieur, et que la dimension sémantique de la musique précède sa dimension sémiologique. C'est pour cela que le moment historique des deux décisions successives et contraires de la musique se montre déterminatif pour l'examen de son statut langagier. L'ouverture du domaine sémiologique est par conséquent motivée par ces spécificités du statut langagier de la musique. On voit alors quelles sont les limites du projet de sémiologie musicale. Dans la mesure où elle cherche à établir des relations explicites et démontrables entre les structures immanentes et leurs interprétants esthésiques et poétiques, l'analyse sémiologique cesse là où la relation ne peut plus être établie de manière convaincante, là où il n'y a plus de traces matérielles de l'esthésique et de la poétique. Cette proposition, fixant les principes méthodologiques et conséquemment l'orientation théorique de la sémiologie de la musique, révèle en même temps deux points principaux de son ouverture. Son appui de base devient la conception de tripartition de Molineaux, dont l'essentiel se trouve dans la nécessité de dépassement du niveau immanent, tel qu'il a été défini par Hjelmslev sur la trace de Saussure, et cela à travers deux moments. Le moment esthésique, perceptif, qui est la manière dont l'œuvre est entendue, et le moment poétique enveloppant les informations sur la création de l'œuvre. La tripartition de Molineaux est elle-même appuyée sur la tripartition de Peirce, à savoir sur sa définition ternaire du signe comme relation à trois termes, se distinguant significativement sur ce point de la conception binaire de Saussure. En ce sens, l'interprétant de Peirce étant le niveau distinctif de sa définition du signe, joue un rôle analogue et adéquat dans la conception de la sémiologie de Nattier. Rappelons avec Todorov que l'interprétant est chez Peirce, en une acception large, le sens du signe. En une acception plus étroite, il est le rapport paradigmatique entre un signe et un autre. L'interprétant est définitoire pour le signe,
en formant avec lui un rapport paradigmatique, comme les niveaux esthésiques et poétiques le sont pour le niveau neutre. La nature de la relation entre les niveaux du triangle de Molino est pareille à celle du signe persien. Elle, la musique, est de nature sémiotique parce que les faits musicaux font l'objet de renvois aux univers des créateurs et des auditeurs. Le mot signifié désigne de manière vague l'univers amorphe et complexe des significations dont la notion persienne d'interprétant rend compte du statut fuyant et infini. Ces interprétants n'ont de sens que pour un interprète du signe. En suivant la métaphorisation de Nattier, parce que l'analogie établie entre le triangle du signe de Peirce et la tripartition de l'œuvre musicale, formant alors l'analogon du signe, est dans un certain sens métaphorique, nous pourrions conclure que les niveaux esthésiques et poétiques forment la relation paradigmatique avec le niveau immanent de l'œuvre en reproduisant son sens, tandis que cette série des significations ne se conçoit que dans l'interprétation. Le moment par excellence exégétique de la méthodologie de Nattier, fondée sur l'instance du sens de l'œuvre se multipliant sur plusieurs niveaux, provoque un étonnement quant à la détermination sémiologique de sa théorie, étonnement similaire à celui qu'avait provoqué chez Nattier lui-même l'insistance de parler linguistique et structuralisme chez Barthes. Il est évidemment possible de répéter avec Nattier que tout relève de la sémiologie. L'exégèse biblique aussi, mais il devient également important de préciser les points forts qui décident finalement des tendances théoriques, afin de pouvoir éviter la relativisation totale du champ méthodologique. D'ailleurs, l'auteur des fondements de sémiologie de la musique a été lui aussi assez critique à l'égard de l'emploi vague du nom de sémiologie. D'autre part, il a été assez précis en soulignant même, on peut dire, en insistant sur le caractère interprétatif de cette nouvelle tendance. La science que l'on prétendait instaurer se dissout dans une myriade d'activités portant sur divers domaines, dont le point commun est de présenter une interprétation des significations vécues. Or, la dénomination de sémiologie a une justification pragmatique qu'il ne faut pas négliger. Elle renvoie au contexte historique méthodologique dans lequel cette entreprise d'interprétation des significations vécues est proposée, et à la rigueur, distinctive par rapport aux pratiques anciennes, qui s'imposait d'office à chaque démarche théorique contemporaine prétendant à la scientificité. La différence spécifique consiste dans le fait que le structuralisme est surpassé, mais que son expérience n'est pas et ne peut pas être dans les conditions caractérisées de sa forte influence, abandonnée. Nattier est très clair quant au positionnement historique de sa propre démarche méthodologique. Il n'est pas certain aujourd'hui que la connaissance des traces laissées par les hommes soit réductible au seul niveau immanent. Le niveau neutre hérite du structuralisme, cet acquis fondamental que les messages présentent un niveau d'organisation spécifique qu'il faut décrire. Mais ce niveau n'est pas suffisant, car l'immanence est constamment imprégnée de poétique et d'esthésique. La tâche de la sémiologie consiste à distinguer les interprétants selon les trois pôles de la tripartition. Cette ouverture de la sémiologie structurale, cet éloignement complet de l'idée d'absolutisation de la dimension structurale et sémiologique, de la conception close et hypostatique du langage, se croise avec la démarche de Dallaos, justement au milieu des deux directions. L'une partant de l'angle structural, l'autre de l'angle transcendantal. Les deux quittent leur position de départ exclusiviste, absolutisante et historiquement passée en retrouvant le point de contact dans la capacité de L', œuvre en tant que fait symbolique, de reproduire, de multiplier le sens sur plusieurs niveaux. Qui plus est, la succession des pas méthodologiques proposés coïncide dans deux méthodes. L'analyse, voire la compréhension, comme le dit Nattier, du niveau immanent représente le pas principal commun. Cette primauté du niveau immanent est évidemment due à la prééminence de l'approche structurale, en tant qu'approche distinguant la tradition spirituelle du modernisme de la tradition antérieure. Cependant, son autorité, à savoir sa prétention impériale de soumettre à soi le champ de création, de même que le champ théorique entier, est relativisée dans les deux cas, et elle est dirigée vers l'instance individualisante, donc interprétative. Les deux approches divergent subtilement dans les fondations empiriques de cette ouverture, référant dans la sémiologie musicale au niveau psychologique, perceptif, et dans l'herméneutique musicale élargie au niveau pragmatique, sociologique, réceptif. Il est évident que le niveau accentué fixe le point de départ des deux approches qui s'ouvraient, comme la musique et la littérature à travers l'histoire, vers les domaines manquants en renforçant avec cela leur dominante théorie. Cependant,
On ne peut pas s'arracher à l'impression, s'ensuivant de cette conclusion sur la réciprocité inverse, d'une part, du geste de la sémiologie vers l'interprétation, dépassant la compréhension de l'immanence de l'œuvre et établissant la tripartition, et de l'autre part, du geste de l'herméneutique vers la compréhension, rendant la base à l'interprétation et ressuscitant le triangle original de l'herméneutique. C'est pourquoi la proposition de Josse sur l'herméneutique, littéraire, se révèle presque définitoire pour l'une et pour l'autre. L'herméneutique littéraire a subi le plus longtemps l'emprise des paradigmes de l'historicisme et de l'interprétation immanente de l'œuvre, ce qui explique son actuel retard. Elle a réduit sa théorie à l'interprétation, elle n'a jamais articulé son besoin de compréhension, et a tellement négligé le problème de l'application. L'idée que la compréhension inclut toujours l'amorce de l'interprétation, et que celle-ci est donc la forme explicite de la compréhension, a toujours été le propre de l'herméneutique. La dualité du symbolisme musical, relation musique-texte. Arrêtons-nous sur quelques autres aspects de la conception théorique de Nattier, confirmant l'ouverture de la sémiologie musicale vers le domaine de sa rencontre avec l'herméneutique. L'évidente insuffisance de l'analyse intrinsèque, l'impossibilité de renfermer la musique dans le monde clos de signification sui generis, de même que l'incapacité du procédé taxinomique de donner une réponse satisfaisante à la question de la signification de la musique, sont déduites de la proposition de base que la musique est le fait symbolique. Cela est complémentairement souligné par des remarques importantes de l'auteur sur les contradictions de ces théories qui, tout en se réclamant de l'analyse intrinsèque, voire en se référant au sens musical immanent, ne parviennent pas à échapper aux irruptions de la dimension extrinsèque. Dans ce contexte, il va presque sans dire que la conception du symbole et du symbolique de Nattier est donnée dans le contraste le plus aigu, méthodologiquement pertinent, avec la conception saussurienne du signe en tant que phénomène arbitraire, valeur à l'état pur, mais aussi à la conception même du symbole de Saussure en tant que relation motivée et analogique entre le symbole et le référent. De là s'ensuit que la conception de symbole de Nattier est, comme dans le cas cité concernant la théorie de Barthes, la plus proche de celle de Ricoeur. Elle est conçue de manière plus générale, affirmant la relation pas nécessairement analogique et perceptible, et elle est principalement adossée au caractère polysémique du symbole, duquel proviennent alors les conséquences considérables pour la voie de la fondation sémiologique de la musique. Il est évident que, ainsi posée, la conception du symbolique même est conforme à la méthodologie prenant pour base l'idée de tripartition, voire l'idée de multiplication du sens à travers les interprétants. On comprend pourquoi la conception du symbole, chez Ricoeur, n'est pas séparable de l'exégèse. En raison de la prolifération des interprétants de la polysémie du symbole, Ricoeur choisit la voie de l'interprétation, de l'herméneutique. À un autre endroit, Nattier reprend la définition de la fonction symbolique de Ricoeur comme fonction générale de médiation par le moyen de laquelle l'esprit, la conscience, construit tous ses univers de perception et de discours. Conséquemment aux propositions précédentes, la musique n'est pas intraduisible, au contraire, elle rappelle la langue verbale et la verbalisation, sans jamais prétendre pourtant à l'identification complète avec la langue. Le langage nous permet de dire ce que la musique signifie pour nous sans qu'il y ait jamais coïncidence entre ce que nous disons d'elle et ce qu'elle nous dit. Cette proposition dialectique, établissant la relation de convergence, non de coïncidence, encore moins d'identité, entre la musique et la langue verbale, est conforme à l'idée de Dallaos, corrélativement à celle de Gadamer, sur le dépassement de la langue verbale dans la musique, qui fixe ses limites tout en retenant une liaison forte avec lui. La raison de cette impossibilité de traduction parfaite, voire de l'impossibilité du consensus parfait se trouve justement dans le moment de généralité de la musique, qui est en même temps le moment de son individuation, ne relevant pas cependant de son abstraction totale, mais de la pluralité des réponses, du point de vue psychologique, voire de la pluralité des interprétations, de point de vue intellectuel, donc, du dépassement permanent des limites de la langue. Nattier le confirme en reprenant une citation d'Imberti. La signification de la musique est plus générale que la signification du mot. La multiplicité des réponses n'est que l'effet de cette généralité, ou plutôt, l'effet du passage de la généralité des significations musicales à la précision des significations verbales.
La clé de la généralité de la musique se trouve donc dans ce trop-plein de connotations, encore conformément à Dallaos, ou bien dans le trop-plein d'individuation, à savoir dans la multitude des interprétants. Cela conduit nécessairement à la conclusion que la musique est donc pour le moins polysémique, et suivant la déduction, à quelques-unes des propositions principales du livre de Nattier, particulièrement importantes pour notre examen. Cela ne signifie pas que le langage humain ne le soit pas, mais il l'est autrement, les significations y sont plus contraintes. C'est lorsqu'un certain type de situation vient restreindre les chaînes possibles d'interprétants que la musique se rapproche du langage verbal. Environnement dramatique dans l'opéra, le ballet et la musique du film, environnement textuel dans la musique vocale et la musique à programme. Ce qu'il faut extraire de ce paragraphe, c'est la capacité de l'instance textuelle de susciter le rapprochement de la musique à la langue verbale. Cela s'opère grâce au magnétisme de la dénotation propre au texte, grâce à une contrainte dénotative, à un surplus de dénotation imposé dans ces conditions-là à la musique. Ce rétrécissement des chaînes d'interprétants provoqué par la présence du texte n'implique pas cependant la suspension de ce qui est le domaine musical de la connotation, voire la suspension de son potentiel polysémique. Au contraire. On verra également avec Nattier que la limitation du champ sémantique provoquée par la présence du texte est en même temps accompagnée du dépassement de ses limites. C'est dans un regard critique sur la méthodologie taxinomique, se montrant, alors, insuffisante pour l'examen sémantique de la musique, même vocale, que l'auteur met en question la relation biunivoque entre la musique et le texte, c'est-à-dire la réduction de cette relation à l'identité de la musique et du texte. On ne suppose pas que la musique en elle-même puisse apporter quelque chose de différent, voire de contradictoire avec le texte. Or, tous les musiciens ont fait l'expérience d'au moins 2 cas de divorce entre le texte et la musique du film et le leitmotiv wagnérien. On pourrait s'étonner de l'exemple du leitmotiv pris comme exemple du divorce, de la musique et du texte. Cependant, l'absence de congruité absolue y paraît tout à fait évidente. Les dénominations divergentes, souvent nombreuses, des leitmotivs wagnériens témoignent de la particularité de son statut symbolique. Sa signification est orientée par le contexte littéraire, mais possède en même temps un contenu expressif propre. Ce contenu expressif propre du leitmotiv est dû justement au potentiel connotatif du fait musical, à savoir, à sa capacité de se détacher de la contrainte dénotative du texte grâce à l'activité forte et continue de la chaîne d'interprétants. Cela ne veut pas dire cependant que dans l'environnement textuel, les motifs musicaux perdent leur liaison avec l'objet, qu'ils quittent la fonction référentielle. Cela indique seulement qu'ils retiennent le double statut, tendu entre 2 forces opposées et ne rejoignent jusqu'au bout ni l'une ni l'autre. On pourrait donc conclure, en variant l'élaboration de Nattier de la relation symbolique, que le symbole musical n'est pas ni absolument analogique, voire naturel, ayant en vue aussi l'absence d'adéquation parfaite entre les 2 catégories, ni absolument arbitraire, voire conventionnel. De même, on pourrait en déduire que le symbole musical se situe en effet quelque part entre le signe et le symbole linguistique, tels qu'ils sont définis par Saussure, c'est-à-dire que la relation symbolique musicale n'est pas ni absolument immotivée et nécessaire, mais qu'elle n'est pas non plus ni absolument motivée et non nécessaire. La dualité et l'autodépassement du système musical. Cela est en corrélation significative avec la constatation de Nattier précédemment commentée que le système musical échappe, d'une manière a priori, à la forme absolutissante et inconsciente du système linguistique et qu'il s'établit plutôt comme voulu et conscient, ou bien pour reprendre la distinction de Hjelmslev, plutôt comme norme que comme schéma. Nattier est très explicite à ce sujet. La codification du système assimilé par les compositeurs n'est pas une codification grammaticale absolue, mais une codification normative correspondant à un consensus des musiciens à un moment donné de l'évolution musicale. De là s'ensuit alors que le système musical se trouve dès l'origine, dans le stade de la norme, définie par l'usage, et que ce qui importe dans la considération de la langue musicale, c'est justement la relation entre la norme et l'usage, à la différence de la relation entre le schéma et l'usage, postulée comme relation déterminative de l'analyse linguistique structurale. Dans ce contexte, la norme perd le statut de fiction,
celui qui lui est attribué par Hjelmslev, des abstractions tirées de l'usage par un artifice de méthode. Au contraire, ce qui acquiert dans le cas de la musique, le statut de fiction, c'est le schéma. Ce sont des codifications grammaticales résumées a posteriori, mais qui ne représentent pas des réalités comme le dirait Hjelmslev. Évidemment, la raison de cette distinction importante réside dans le fait que la langue musicale n'existe pas dans la réalité, indépendamment de l'art musical, qu'elle est donc toujours déjà l'usage. Dans ce cas, bien sûr, la notion d'usage ne peut être prise que métaphoriquement, il n'y a rien de préalable à user. C'est alors pour cela que la dialectique de la norme et de l'acte devient essentielle dans le cas musical, comme capacité des deux à se créer réciproquement, ce qui entraîne nécessairement une revalorisation du concept d'acte de Hjelmslev, à savoir, de son statut dans le cadre de la langue en tant que structure. Dans la musique s'opère un mouvement vers le moment individuel, un déplacement d'accent de la structure à l'acte apte à créer la norme, donc, le point ultime et suprême de la pyramide musicale, au lieu de se perdre dans des limites du schéma. Donc, tout en conservant la tension entre les limites, fixées à un moment donné par la norme et leur dépassement, entre la norme et l'écart, entre le général et le particulier, la musique privilégie le côté individuel et par conséquent diachronique, historiciste. La capacité d'énonciatrice de la langue, la vie des concepts se montre, même ici très indicative. Le système tonal est à la fois et déjà le style tonal, de sorte qu'on ne peut clairement établir la différence, sauf la différence abstraite entre le statut fictif du système musical et le statut RE accent aigu L de la norme, voire du style. Pour revenir à la problématique de symbolisation musicale, son double statut est dû justement à ce moment de normativité du langage musical, en tant que système de convention de signification issu du consensus de la pratique elle-même, se réalisant cependant, dans une tension permanente avec des gestes sémantiques particuliers, avec des actes. Donc, les symboles musicaux se montrent à la fois arbitraires, immotivés, dans la mesure où ils proviennent de la convention de la norme, qui de sa part échappe cependant à l'arbitrarité et au caractère immotivé, non intentionnel de la structure, et motivé, analogique, conçu à nouveau dans chaque acte singulier de création symbolique. C'est par cela que s'explique alors, non seulement la nature double du leitmotiv, en tant que fait musical dont la fonction symbolique est transitive et clairement intentionnée, mais aussi du système musical, donc, de la norme générale, voire de la tonalité qui a servi comme cadre des gestes particuliers de symbolisation. Ici, il paraît important de souligner deux moments. Le premier s'identifie avec le fait que c'est le système tonal auquel se relie le plus souvent la question de signification musicale, aussi bien dans la pratique que dans la théorie. C'est justement la tonalité, voire diachroniquement la tradition tonale, qui a incité tous ces procédés complexes, suscités par la prétention déclarée de la musique à la signification, d'après lesquels se mesure alors le potentiel sémantique de la musique dans d'autres systèmes, voire des traditions musicales. Le deuxième moment indique que la tonalité, loin d'être une structure sémiotique fixe et fermée, n'obéissant qu'aux lois immanentes, est également tendue entre son aspect normatif et sa propre dimension individualisante. La nature bivalente des éléments musicaux portant la signification ne peut être considérée que dans le contexte, et en corrélation avec cette ambiguïté constitutive de leur structure. C'est aussi l'un des moments où la musique, tout en retenant une liaison avec la conception structurale de l'être du langage, entreprend un pas d'éloignement par rapport à elle. Comme les leitmotivs, la signification de la tonalité possède ce potentiel normatif contenant déjà en soi-même le potentiel contraire d'autodépassement. Nattier le formule dans une simple constatation question. Est-ce parce que Fa majeur est une tonalité pastorale, agreste, Lavignac, que Beethoven l'a choisi pour la 6e symphonie dite pastorale, ou n'est-ce pas plutôt parce que Beethoven a choisi Fa majeur pour la pastorale que nous donnons à cette tonalité et Lavignac en tête un caractère agreste? Que Charpentier et Rameau parlent dans ce cas précis d'atmosphère furieuse et emportée, nous fait penser que Lavignac, en établissant son tableau, a surtout pensé à Beethoven. La dialectique de la tonalité comme norme sémantique et de l'anormalité de son usage individuel, voire de l'acte, se révèle ici dans son aspect diachronique, soutenant l'idée historiciste d'autodépassement menant à une nouvelle fondation. Cependant, cette dialectique affecte aussi la dimension synchronique,
en troublant alors l'autorité de la norme à l'instant même de sa domination. Nattier le résume à l'aide d'une proposition presque définitoire de Robert Frances. Les codes de la tonalité, nombreux en Europe occidentale jusqu'au XXe siècle, relèvent pour l'essentiel de processus mentaux analogues. Apprendre la musique, c'était alors, non seulement apprendre l'arrangement des notes compatibles avec le système tonal, mais aussi pénétrer tous les méandres d'un code des significations, ni toujours cohérent, ni toujours explicite. Cette définition met en lumière d'une manière remarquable l'opposition du système, structure fixe des relations internes, et l'aspect expressément singularisant de la musique, évitant à la fois la cohérence et la forme explicite. Même pour l'appréhension de la musique, il n'est pas suffisant d'adopter les règles gouvernant le système. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir maîtriser les méandres traversant le code, de dominer leurs voies imprévisibles et rétives, à savoir de pouvoir se rendre au moment de l'entendement, à l'acte de création. L'instance ayant la capacité de mettre en doute le caractère institutionnel du système est nommée par Frances l'univers du discours. Nous soulignons cette formule, apte à indiquer la spécificité de la musique et sa détermination constitutive plutôt pour le caractère dynamique des méandres du discours, circulant dans le champ de tension entre la norme et l'acte individuel, que pour l'obéissance absolue à l'élément statique de la structure du langage. L'ouverture de l'œuvre musicale. L'univers du discours est dans la liaison la plus étroite avec l'aspect polysémique de la musique, et par conséquent, avec la méthodologie appuyée sur le principe de la chaîne d'interprétants, voire sur l'idée de dépassement du niveau immanent, fondée dans l'idée de croisement des trois niveaux de l'œuvre musicale. Le mot-clé de cette conception est le contexte, capable de préciser les raisons et d'expliquer les effets de la polysémie musicale. Nattier souligne l'importance de ce moment, déterminatif aussi bien pour le niveau esthésique que pour le niveau poétique, donc, tant pour la perception de l'œuvre que pour sa création, c'est-à-dire justement pour ces aspects de l'existence de l'œuvre qui représentent son ouverture vers hors de lui-même, hors de sa réserve, comme le dirait Heidegger, qui est, au vrai, l'ouverture de l'étang dans l'œuvre, comme pour poursuivre avec Heidegger, être à découvert de l'étang, donc, comme œuvre créée. Cela veut dire que cette ouverture n'est nullement la sortie à l'extérieur de l'œuvre dans le vide et dans l'indéterminé, dans le monde, mais au contraire qu'elle est tel avènement de sa vérité. Elle est d'après Heidegger, le retour à l'intérieur du monde, à elle l'entier espace de l'intérieur, qui signifie surtout l'aversion contre la perception pure, au sens heideggerien du mot. Autant étrange que cette constatation puisse paraître, le contexte que Nattier relie à la pluralité des significations de l'œuvre, corrélative à l'activité des interprétants et au dépassement du niveau immanent, est justement de l'ordre du ressortissement de l'immanence de la conscience heideggerien, du retour au plus vaste cercle de la sphère de l'étang. L'œuvre musicale se charge de significations variées, parce qu'elle est insérée dans un contexte socio-historique au moment de sa conception et au moment de sa réception. Sur ces significations poétiques qui peuvent nous être totalement inaccessibles si la connaissance du contexte est perdue, nous pouvons projeter des interprétations construites à l'aide des filtres qui nous sont contemporains. La familiarité de cette citation avec la conception herméneutique de Heidegger et de Gadamer et surtout, avec l'exigence de l'herméneutique nouvelle de la restauration de subtilita applicandi, application du texte à la situation présente de l'interprète, Gadamer, conséquemment à l'esthétique de la réception de Josse, n'est pas pour étonner. Il paraît seulement pertinent d'en proposer à cet endroit un élargissement concernant le domaine musical, c'est-à-dire de constater la dimension verticale du fonctionnement du croisement des niveaux, voire de la chaîne des interprétants. Si on a vu que la dialectique de la norme et de l'acte, du motivé et de l'immotivé touche à part égale l'œuvre musicale, puis le niveau qui lui est supérieur, le système dans lequel elle se réalise, aussi bien que le niveau inférieur, les éléments singuliers que sont les leitmotivs, en provoquant chaque fois la prolifération des interprétants et par là le potentiel polysémique, on pourrait en déduire que l'importance du contexte est également valable à chaque niveau de cette verticale, disons, de la pyramide de signification musicale, système, œuvre, motif, à savoir que le croisement tripartite horizontal se multiplie à 3 niveaux verticaux. Pour conclure notre examen des ouvertures de la sémiologie musicale, jetons encore un coup d'œil sur la problématique de l'œuvre ouverte,
formulant la conception par excellence polysémique de l'œuvre d'art et favorisant sa perception interprétative, rappelée par Nattier en exemple de confusion de 3 niveaux de la tripartition esthétique. L'œuvre d'art est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiant. Cette ambiguïté devient aujourd'hui une fin explicite de l'œuvre, une valeur à réaliser de préférence à tout autre, et la citation de Eco reprise par Nattier. La difficulté de l'idéologie de l'œuvre ouverte se situe, d'après notre auteur, dans le glissement de l'esthésique au calologique et au poïétique, donc dans la confusion inadmissible de 3 niveaux. Pour Nattier, le lieu de l'ouverture se trouve essentiellement dans la perception, au niveau esthétique. Par conséquent, le transfert de cette indétermination perceptive au niveau de la production suscite la difficulté à cause de la distinction qui existe entre les interventions de l'interprète qu'est l'exécutant, Eco, provoquée par l'indétermination concrète du niveau poïétique de l'œuvre d'art moderne, et les interventions de l'interprète qu'est le consommateur, se rapportant à l'indétermination, on pourrait dire immanente de toute œuvre d'art, même de forme close et achevée. Or, ne paraît-il pas possible d'opposer à cette polarisation une autre, conforme à la conception de la tripartition elle-même et à la lecture heideggerienne de l'ouverture de l'œuvre d'art ? À savoir, il semble pertinent de s'interroger à nouveau sur la nature des rapports s'établissant entre les niveaux de la tripartition. Considérés du point de vue structural, les 3 niveaux forment la structure relationnelle fixe, ils se trouvent dans des relations de contingence causale, si bien que chacun d'eux n'acquiert sa valeur que par rapport aux autres et à la totalité de la structure, observée de L'. Angle de la théorie des interprétants de Peirce. Il postule le rapport paradigmatique, de sorte que les 3 niveaux représentent les variables d'un même sens. Des 2 positions, la contradiction entre les niveaux est exclue, ce qui veut dire que l'ouverture d'un niveau entend l'ouverture de l'autre. Finalement, si l'ouverture de l'œuvre est conçue comme ouverture à l'intérieur du monde, comme ouverture à l'étang, par laquelle l'œuvre se constitue en tant qu'œuvre créée, dans le contraste avec les activités de la pure fabrication, cela implique que l'ouverture comme telle s'institue principalement au niveau poïétique, mais qu'elle ne dépend nullement de la forme de l'œuvre ni de l'idéologie du modernisme. Par contre, de ce point de vue, la thèse hérétique s'impose que l'idéologie du modernisme, justement dans la mesure où il y s'agit de l'idéologie postulant le principe de fabrication, de techné, en tant que principe esthétique directif, est fondamentalement opposée à l'idée de l'œuvre d'art ouverte, en dépit de ses formes instables et désintégrées. L'ouverture résidant principalement au niveau esthétique est donc liée au principe esthétique dominant, celui qui oriente la production, l'aspect poïétique de l'œuvre d'art, vers le degré plus ou moins élevé d'indétermination et de multiplicité. La diversité des interprétations, voire l'aspect perceptif, esthésique est en corrélation avec la possibilité de l'ouverture à l'intérieur, au cercle éclairci par les temps, éclatant dans l'être de l'œuvre créée. Conformément à cela, la question de l'ouverture devient relative à la forme artistique, de même qu'elle se montre privilégiée en certaines époques de son évolution, dans la mesure où elle est imposée par les dominantes esthétiques. Il reste à discerner la position particulière de la musique eu égard à de telles possibilités de l'ouverture de l'art à soi-même, conséquemment à ses consommateurs, dans la perspective de son rapport à la langue verbale et dans le contexte des effervescences des XVIIe et XVIIIe siècles. La sémantique psychologique et l'interprétation psychologique de la musique. Les 2 questions sont abordées dans le projet théorique de Michel Imberti, qui plus est, elles y occupent l'une des places centrales, en soutenant, à la fin des années 70 et au début des années 80, le premier rapprochement important et explicite du champ théorique et méthodologique structuraliste à l'approche herméneutique. Le changement de la perspective sémiologique par la perspective sémantique dit déjà suffisamment de soi. Un regard très aigu sur cette conception théorique pourrait émettre l'hypothèse que la sémantique psychologique de la musique représente l'équivalent méthodologique de l'interprétation psychologique de la littérature, en tant qu'un de 2 courants principaux de l'herméneutique littéraire. Dans ce sens, le projet d'Imberti prend place dans le processus qui, depuis Schleiermacher, arrive à nos jours où il se résout dans l'esthétique de la réception de Jauss. Malgré les différences évidentes,
provenant surtout du fait que la démarche d'Imberti est principalement adossée sur l'examen empirique des réponses psychologiques, en superposant le moment de perception à celui d'application, donc à la réception. La familiarité de ces deux tendances contemporaines, l'une du domaine littéraire et l'autre du domaine musical, reste incontestable et réellement significative. Elle acquiert en effet la valeur du symptôme général de l'épuisement du champ structuraliste menant à la revalorisation et au renouvellement de l'ancienne philosophie pratique, comme Gadamer voit la méthode herméneutique, dans le contexte qui n'a pas l'intention d'éviter l'impact du structuralisme et le statut postérieur à sa domination, mais contribue à la relativisation de ses prétentions absolutissantes. La conception théorique d'Imberti s'inscrit dans ce processus. Nous nous arrêterons ici sur celle de ces présuppositions qui assurent le cadre herméneutique à l'examen psychologique, voire qui permettent que la perception de la musique focalisée thématiquement soit considérée en premier lieu comme acte d'interprétation. D'autre part, nous retiendrons quelques questions provenant de ces aspects de la théorie d'Imberti qui fixent sa position sémantique pour un examen ultérieur. Cette direction méthodologique s'instaure grâce au cadre général de la réflexion orientée par la forte tension qu'on constate dans tous les aspects d'existence de l'œuvre musicale et de son rapport à ce qui lui est extérieur. Donc, par la tension entre le conventionnel et l'individuel, entre l'arbitraire et le motivé, entre l'immanence et la transcendance, entre la structure et la signification. Bien qu'elle ne soit pas explicitée, cette dialectique, renvoyant du premier coup à l'esthétique de Dallaos, détermine la démarche réflexive d'Imberti. D'ailleurs, la position d'interprétation historique de la théorie, donc, la considération de la théorie en tant que phénomène historiquement conditionné, prise en tête de l'étude sur la sémantique psychologique de la musique, indique d'une manière très convaincante une telle direction esthétique. Cette attitude, sur l'œuvre musicale comme forme pure, n'est qu'un moment de l'histoire du goût musical, le fruit d'un formalisme né d'une réaction contre le subjectivisme romantique, et elle semble progressivement abandonnée aujourd'hui. De cette perspective théorique-là, la théorie d'Imberti acquiert elle aussi l'acception historique et apparaît dans la lumière forte de l'époque post-structuraliste. Le moment décisif initiant cette voie de pensée se situe dans la distinction fondamentale entre la sémiologie et la sémantique, formulée en tant que distinction entre la science de la signification et la science du sens. Ce qui préoccupe la sémantique psychologique musicale, c'est la question du sens. Or, bien que l'accent soit déplacé de la signification au sens, cela ne veut pas dire cependant que la problématique de la signification est poussée à l'écart. Au contraire, la signification, de même que sa science, la sémiologie, sont constamment rappelées, de sorte qu'elles assurent la tension mentionnée, tant dans le cadre méthodologique que dans celui de l'objet en considération, l'œuvre musicale et sa perception. Le moment clé de cristallisation de cette perspective est la question de référentialité de la musique. Conformément à la conception générale, la solution d'Imberti est attendue et elle ne manque pas d'occuper la position centrale, le nœud de l'entière structure de convergence du référentiel et de l'autonome, du renvoi à l'extérieur et de la signification immanente. La façon de voir affirmant que les signifiés musicaux sont intérieurs au système musical lui-même, revient à confondre syntaxe et sémantique. L'étude du sens suppose au moins que ces signes possèdent des références extérieures au système qui sert à dénommer. On constatera sans difficulté la familiarité de cette attitude avec l'une des hypothèses principales de Dallaos sur l'impossibilité fondamentale de déduire l'instance du sens musical du régime syntaxique de la musique privée d'une couche sémantique continue, qui à son tour ne pourrait pas échapper à un certain mode de référentialité, c'est-à-dire de voir dans son moment syntaxique le garant de sa constitution langagière, étant d'ailleurs l'argument central de L'. Attitude formaliste, voire de la conception sui generis de la signification musicale. En ne niant pas, bien sûr, l'importance de la syntaxe en tant qu'un des aspects déterminatifs de la musique, la démarche théorique d'Imberti ne permet pas l'identification de ces aspects syntaxiques et sémantiques, l'identification soutenant l'idée de Gegensätzlichkeit, d'absence d'objet dans la musique. Cependant, la musique n'est pas non plus dénotative si bien qu'elle se reconnaît alors dans le rapport dialectique, hypostasé par Dallaos dans une Mittlere Schicht entre la syntaxe et la sémantique de la langue verbale,
ou pour reprendre le vocabulaire d'Imberti, entre la syntaxe privée de chaque référence extérieure et les signes dénotatifs. Ce rapport, définissant le cadre général, se reflète alors sur tous les autres rapports qui entrent dans le cercle de la problématique envisagée. La signification musicale apparaît toujours motivée, que cette motivation soit de l'ordre de l'imitation, ou d'une convention inhérente au système en rapport avec les faits culturels. C'est en accord avec Nattier et avec sa revalorisation de la position structuraliste, à savoir avec des concessions qui lui ont été imposées par les spécificités du cas musical, qu'Imberti constate aussi la nature double de la signification musicale, qui se montre nécessairement motivée, mais de même obligée à la convention du système. Cependant, la tension entre l'arbitraire et le motivé, ne se résolvant jamais dans l'exclusion de l'un de ces aspects-là par l'autre, comme l'a montré Nattier d'une manière très convaincante, est précisée de la part d'Imberti avec deux moments importants, susceptibles d'initier la voie de dénouement des apories accompagnant la question de la signification musicale lorsqu'elle est considérée de l'angle de la taxinomie sémiologique. Le premier de ces deux moments est représenté par l'inclusion de l'aspect historique, de diachronie, annoncé déjà par Nattier, en tant qu'instance définitoire du statut et de la fonction du système. Le deuxième, se déduisant du premier, souligne l'importance cruciale du système tonal, donc aussi de l'époque historique de formation et de vigueur de la tonalité pour la formulation de l'espace de la signification musicale. Le rapport entre le signal musical et ce qu'il représente résulte d'une convention qui est apparue à un moment donné de l'histoire de la musique. L'accomplissement de la tâche de la tonalité dans l'histoire de la sémantique musicale se révèle grâce au contraste par rapport à l'étape précédente, à l'étape du règne de la figure. Ces figuralismes mélodico-rythmiques sont soulignés ou complétés par l'usage de la syntaxe harmonique tonale à des fins expressives. Nous soulignons particulièrement cette capacité de la tonalité, soutenant son rôle historique, de compléter, et cela grâce au potentiel expressif, le champ de la signification musicale. La tension qui s'établit ainsi au niveau diachronique entre la figure, d'un côté, et la tonalité de l'autre, entre une sémanticité excessive, sporadique et un domaine signifiant potentiellement complet, ou bien, comme le dit Dallaos, d'une couche sémantique continue, atteint l'importance d'un élément déterminatif dans la constitution de l'être langagier de la musique. Figure, système syntaxique, peinture sonore, interprétation émotionnelle, une alternative pour la sémantique de la musique vocale ? Bien évidemment, la tonalité en tant que structure, en tant que convention syntaxique, et même en tant qu'un nombre de conventions sémantiques syntaxiquement appuyées formées à un moment donné de l'évolution musicale, n'entraîne pas de soi la fondation du système sémantique. Or, le caractère voulu et spontané de l'instauration du système, qu'on a déjà commenté avec Nattier, se révèle comme le lieu de son vrai potentiel sémantique. Il réside, comme le voit et élabore Imberti, justement dans le moment du non conventionnel de la convention. Mais ces intervalles et ces accords qui signifient ici ou là telle ou telle chose, pourraient aussi bien signifier autre chose ailleurs, si bien que le rapport entre le signifiant et le signifié demeure en grande partie le fait d'une convention qui peut être modifiée ou disparaître. Cette possibilité de modification, d'individualisation de l'intérieur même du système, de remplacement d'une convention par l'autre, soulignant le caractère expressément motivé de la signification et relativisant alors tant la nature conventionnelle de la convention que l'aspect arbitraire des signes musicaux, suscite une distinction importante entre les types des signes musicaux, voire de la signification musicale. Elle s'éclaire de manière paradigmatique dans la musique vocale de la période tonale, donc, lorsqu'une motivation extérieure, un référent tel qu'est le texte, provoque la réponse dont la motivation est donc dépendante aussi du système pour varier la typologie de Chaillet. La résultante en est l'abandon de la littéralité de l'imitation, en faveur de la partialité de l'analogie, de la justesse dénotative pour l'instabilité de la connotation. Paradoxalement, il semble que l'institution du système syntaxique réglé et fixe suscite le mouvement contraire dans le domaine sémantique. Le principe d'adéquation de la figure n'obéissant pas aux lois intérieures musicales est remplacé par l'analogie motivée par le système, mais quittant la dénotation. Ce paradoxe est résolu par l'hypothèse que l'instauration du système n'entraîne pas la suspension de la référentialité, qu'elle ne rompt pas les liens avec l'extérieur.
Humberti montre que c'est seulement le type de référentialité qui change, qui plus est, que ce nouveau mode de référentialité contribue au potentiel sémantique musical d'une qualité supplémentaire. Cela s'exprime dans le changement de la peinture sonore d'objets, par l'interprétation émotionnelle du texte littéraire. Nous soulignons la notion d'interprétation désignant cette nouvelle dimension de la sémanticité musicale, dans le contexte de la tonalité établie, la dimension qui fixe le moment d'individualisation et d'irrégularité s'infiltrant dans la structure ferme et régulière. La violation des règles du système syntaxique peut servir de base à un système sémantique. Les phénomènes sémantiques sont situés à un niveau supérieur de l'organisation de l'œuvre musicale. Celle-ci est dans sa globalité, porteuse de significations riches et complexes, et cette richesse et cette complexité vont bien au-delà des figuralismes isolés. L'impact historique de la tonalité sur la sémanticité de la musique consiste dans le fait que c'est grâce à la tonalité que la signification de la musique a été un jour rendue possible. Ce que montre l'examen d'Humberti, c'est qu'il est au moins discutable, sinon complètement faux, de parler de la signification musicale dans des conditions du figuralisme dominant, en tant qu'appui principal de la prétention de la musique à la signification. Par conséquent, il serait également erroné de voir dans le moment d'instauration de la tonalité le moment du changement de la manière dont la musique peut signifier. Au contraire, ce moment désigne la date de naissance même d'un tel projet. Or, la fondation du système, des règles, l'irruption de la normativité dans la vie de la musique, n'entraîne pas de soi la naissance du langage. Ce qui engendre un tel potentiel, c'est l'ouverture de la norme vers l'au-delà d'elle-même, c'est le moment de son autodépassement la retenant dans les limites de sa normativité, c'est le moment où le projet de signification, jusqu'alors réduit à des unités délimitées, à la littéralité des adéquations intermittentes, se répand sur le champ entier de l'expressivité, comme le dit Humberti, à savoir sur le champ de violation de règles, de modification de lois, de dépassement, d'écart, d'individuation, du geste. L'importance de l'instauration de la norme ne réside pas dans la constitution de l'autorité normative, mais au contraire, dans la possibilité qu'elle soit contestée. Structure symbolique intentionnelle susceptible d'interprétation. Cela veut dire alors que dans la phase tonale, la musique n'a plus à faire avec l'idée non réalisée de signification, mais avec le sens. L'expressivité libère un sens, elle ne fournit pas de signification, parce que son immanence à la forme ne permet pas de définir des relations entre signifiant et signifié de la même façon que dans le langage. L'atteinte du sens rend à l'œuvre musicale la complexité qui, jusqu'alors inconnue, l'éloigne des figuralismes isolés et l'approche d'une structure d'ensemble, telle qu'est le langage. La tonalité est l'instance qui assure l'unité de l'ensemble, esquisse les contours du domaine de la validité de la norme, mais permet en même temps l'extension à l'expressivité. Le remplacement de la littéralité des significations par la polysémie du sens. C'est grâce à cela que Humberti peut alors constater la relation causale entre la constitution définitive de la tonalité au XVIIe siècle et l'apparition de la théorie des passions, voire de l'extension de la sémantique musicale à l'expressivité libérant le sens. Ces attitudes, affirmant les aspects motivés, intentionnels et polysémiques du champ sémantique musical dans des conditions nouvelles, mène logiquement la démarche réflexive de l'auteur vers une série de constatations indiquant une position herméneutique. Le sens est tout ce qui est au-delà de la littéralité des codes, c'est au-delà de tout ce qui résulte d'une relation arbitraire et conventionnelle entre le signifiant et le signifié. Par conséquent, l'impossibilité de traduction verbale exacte n'indique pas l'absence du sens, ni même l'absence de référentialité. Les sens, à la fois immanents et transcendants aux significations et aux valeurs, les orientent. Le sens n'est jamais celui d'une réalité dénotée, mais il est toujours celui de cette réalité rapportée au vécu de celui qui l'aperçoit. Il est présence irrécusable pour soi, dans une chaîne indéfinie d'interprétants. Le sens appelle, dans le langage, l'interprétation. Cette dernière formulation met en relief les relations de trois éléments, du sens, du langage et de l'interprétation, dont la fondation herméneutique exerce l'impact décisif sur le rapport de la musique et de l'expression verbale. Conséquemment aux présuppositions précédentes, ce rapport est chez Humberti, et avec Ricoeur, situé à un autre niveau, au niveau où il se manifeste comme le rapport du sens au sens.
Le dépassement des significations isolées des mots et l'atteinte de la structure latente, intentionnelle qui révèle le sens constitue le rapport de la musique et de la langue verbale comme rapport du sens second, qui est la musique, au sens premier s'exprimant par des mots. La recherche du sens doit être la recherche de cette structure intentionnelle qui résulte du fonctionnement symbolique de la musique, et non la recherche d'une correspondance terme à terme entre deux systèmes de signification, l'un verbal, l'autre musical. Bien que les deux systèmes montrent des différences évidentes, il n'y est pas question de leur autonomie absolue. Le sens appelle le discours, il appelle le sens second, voire l'interprétation, parce que pour qu'il soit manifeste, il faut qu'il soit désigné dans un discours signifiant. Cette thèse d'Umberti concerne l'appel adressé de la part du sens musical au sens verbal, à l'interprétation verbale de l'œuvre musicale, logiquement, eu égard au point de vue de l'auteur qui est primairement perceptif. Or, n'est-il pas possible de renverser cette relation dont la réciprocité se révèle incontestable, et d'émettre l'hypothèse que le sens verbal, donc, le sens du texte, au moment où il est désigné en tant que référence d', l'intérêt principal de la musique, peut rappeler le sens second, donc le sens musical en qualité du discours interprétatif là se dévoile alors, chez Umberti aussi, le point de rencontre de la poésie et de la musique, érigeant le fondement ontologique des deux arts et éclairant la nature de leur rapport commun au monde extérieur et à la langue, même l'art se veut imitation de la nature ou représentation du monde et des objets, l'art concerne l'homme et non le monde, sa finalité est ni la connaissance, ni la maîtrise conceptuelle de la réalité, mais l'expression des réalités intérieures que sont la haine et l'amour. De ce point de vue, la poésie est déjà en marge du langage. La situation au XVIIIe siècle, la capacité de la musique de contredire au texte poétique. La conception du rapport de la musique et de la langue verbale ainsi conçue influence aussi la conception du rapport de la musique et du texte, en ouvrant des nouvelles possibilités de compréhension. Il paraît important de rappeler ici l'attitude de l'auteur, exposée au début de son article maintes fois cité sur la sémantique musicale de la musique vocale. Le langage suppose toujours un référent, mais le compositeur transmet-il à l'auditeur une information dont le référent est extérieur à la musique ? Il y a au moins un cas où la musique désigne son référent, et ce cas devrait permettre d'éclairer le débat. Bien que cette proposition reproblématise la question aussi vieille que l'est l'esthétique musicale elle-même, elle accentue aussi deux moments qui se montrent décisifs de l'orientation méthodologique. La première hypothèse présuppose la fonction référentielle du langage en tant que son trait distinctif et sa fonction dominante, et elle formule, grâce à cela, l'écart significatif de l'auteur par rapport à la position structuraliste. Cela implique en même temps que le caractère langagier de la musique, s'il peut être approuvé, exclut aussi la possibilité de suspension de toute référentialité de la musique. La deuxième hypothèse se montre méthodologiquement très importante dans la mesure où elle expose l'attitude que l'examen des propriétés langagières de la musique doit passer par l'examen du cas où la présence du référent est incontestable, qui plus est, où le statut même de la musique est déterminé par sa fonction référentielle. Cet ordre des pas méthodologiques se révèle être fondé dans l'évolution historique elle-même, dans laquelle l'impératif poétique pour la référentialité était suivi par le mouvement, en apparence, anti-référentiel, plutôt que non-référentiel. Donc, il est important de constater que Umberti reconnaît aussi le topo de dénouement potentiel du dilemme sur la référentialité ou la non-référentialité de la musique, généralement pris, dans l'étape de son évolution historique où les deux modalités se sont rencontrées dans leurs aspects extrêmes. La conséquence majeure de cette constatation est que l'examen doit commencer par l'état de la musique, dans la période de création de la tonalité. Cependant, cela redonne un poids supplémentaire à la problématique du rapport de la musique et du texte au XVIIe et XVIIIe siècle. Il décidait non seulement de la question pratique de la création musicale à un instant donné, mais de la fondation ontologique de la musique. C'est la raison principale pour laquelle l'examen d'Umberti est principalement orienté vers la musique de cette époque-là, aussi bien dans l'article mentionné que dans l'étude commentée. Les deux hypothèses générales s'éclairent grâce au retour à l'aspect normatif de l'esthétique alors dominante, à la force de la demande de référentialité. Umberti le souligne dans une proposition définitoire,
Toute musique, même instrumentale, doit être jouée en fonction d'un texte, même virtuel. La musique se soumet au texte en effet, mais à la différence de l'époque précédente, elle s'y soumet selon son ordre propre, tant et si bien que parfois elle force l'expression du texte. Donc, bien qu'elle arrive à constituer pour la première fois dans son histoire son ordre propre, la musique est à ce moment-là loin d'intentionner un ordre sui generis, complètement autonome, rompant des liens avec le monde extérieur, avec le champ référentiel, avec la référentialité comme telle. Au contraire, sa dépendance du texte et sa liaison avec le texte, avec l'énoncé verbal, sont plus fortes que jamais. Comment se résout alors cette contradiction s'infiltrant dans le rapport de la musique et de la langue verbale, du texte, et quelle est la vraie nature de cet ordre proprement musical ? La propriété distinctive est en même temps la condition nécessaire menant à la résolution et le renoncement au figuralisme, à savoir à la particularisation du champ sémantique, en faveur du sens complet du discours, du mouvement d'ensemble de la parole, dans son expression propre et sa mélodie. C'étaient d'ailleurs les appuis programmatiques des Florentins, auxquels renvoie à juste titre Umberti, introduisant dans leur conception musicale le moment de distinction fondamentale par rapport à la pratique héritée. Or, ce mouvement vers l'ensemble du discours, liant la musique au texte d'un lien beaucoup plus ample, au moins quantitativement, est en même temps contrebalancé par l'instauration du système tonal, de cet ordre qui s'annonçait comme garant de l'autonomie. Dans de telles conditions générales, marquées par l'activité simultanée de deux directions, même de deux énergies opposées, le rapport de la musique et du texte dans la musique vocale apparaît sous le signe du paradoxe, comme l'activité simultanée de l'énergie du texte et de l'énergie de la musique, tirant chacun de son côté. Cependant, ce milieu apparemment paradoxal et désintégré révèle un moment intégratif qui est le moment d'éclatement du sens, tant du domaine textuel que du domaine musical. Et c'est pourquoi Rameau situe son principe dans les modulations harmoniques et non dans les accords, c'est-à-dire dans les enchaînements d'unités du discours musical, ces enchaînements déterminant le sens de chaque unité et le sens global suprasegmentaire des enchaînements eux-mêmes. Le sens est donc interne au système tonal. La conséquence majeure en est le changement significatif du rapport de la musique et du texte, se constituant alors, comme le rapport du sens musical, rendu possible grâce à l'instauration du système tonal, au sens de l'énoncé verbal. Or, cette nouvelle congruité de la musique et du texte entraîne en même temps une nouvelle séparation de deux domaines étant la mesure de leurs autonomies individuelles. Umberti le confirme en constatant le changement de la perspective dans laquelle la musique se rapporte au texte, en abordant par là le changement de la perspective esthétique dominante. L'essentiel de la mise en musique d'un texte ne consiste pas en une peinture des contenus ou des signifiés verbaux, mais en une imitation de la parole dans sa continuité expressive, voire du sens complet du discours. L'abandon de la peinture des signifiés verbaux en faveur de l'imitation de la parole, accompagné de la constitution du système syntaxique, suscite le changement essentiel, qui plus est, un vrai bouleversement, une nouveauté décisive dans l'histoire de la coexistence de la musique et du texte. C'est la syntaxe tonale qui va permettre à la musique de constituer son propre système syntaxique. D'un langage autonome qui, dès lors, est capable de dire en même temps que les mots, mais aussi de dire autrement, ou même de contredire. Dans la possibilité de la musique de dire est déjà contenue sa possibilité de contredire et vice-versa. Ces deux possibilités affirment l'unité, elles s'affirment mutuellement. C'est pourquoi, la musique peut désormais signifier indépendamment du texte. Et c'est ce qui donne sa force à la représentation musicale. Parce qu'elle ne perd pas, tout en gagnant son autonomie sémantique, parallèlement à l'autonomie syntaxique, le lien avec le champ référentiel. Son référent n'est plus obligatoirement celui du texte, ou s'il l'est, le texte peut être supprimé, le référent n'en subsistera pas moins. Dans certains cas, les deux référents pourront même coexister. La conséquence esthétique en est le changement du mode de référentialité, s'opérant à l'intérieur du même principe, du principe d'imitation. Le changement du système des similitudes, des analogies, entre la figure musicale et le concept ou l'image signifiée, par la représentation comme le remarque Umberti avec Foucault, ou bien de la ressemblance par la vraisemblance comme il constate avec Gilderstone. Tout ce changement doit bien sûr à l'instauration de l'ordre, à l'établissement du système,
mais dont la vraie nature, dont la dimension universelle ne s'exerce pas indépendamment de ce qui lui est contraire, de l'individualité. Dès lors, l'inutilité des ressemblances sur lesquelles reposait le figuralisme est flagrante. L'ordre permet de penser les différences et les identités puis qu'il hiérarchise. Ce n'est que par cette dialectique reflétant le changement complet dans le système des signes, auquel nous reviendrons plus tard avec Foucault, que l'expression musicale permettra les doubles sens, les dévoilements ou les dissimulations qui seront dans l'opéra le vrai ressort de la puissance dramatique. L'entière conception théorique d'Umberti tend vers l'idée d'interprétation psychologique, et cela en deux pas, le premier étant l'interprétation psychologique de la musique et le deuxième l'interprétation psychologique musicale, du texte poétique, dans la mesure où l'ordre syntactique du discours est compris comme un ordre qualitatif et les qualités qu'il hiérarchise sont celles des passions de l'âme. Cette deuxième interprétation, située dans le domaine pratique, créatif, est enveloppée de l'interprétation précédente, alors que les deux sont enveloppés de l'interprétation musicologique et psychologique de l'analyste. Tout ce système de l'interprétation, spécifiquement orienté vers le point de vue psychologique, est érigé sur l'hypothèse de multiplication du geste interprétatif comme geste individuel. La source de cette attitude réside dans la postulation de l'instance de subjectivité, du potentiel individualisant, mais sa position s'affirme dans l'acceptation de la dialectique de la structure, du système, de l'ordre et du sujet parlant à la place de l'absolutisation, d'une part de la subjectivité, de l'autre part de la structure déterminant la vue herméneutique, voire la vue structuraliste dépassée. Finissons notre examen des hypothèses herméneutiques d'Umberti avec deux citations un peu plus longues, mais illustratives, jetant une lumière supplémentaire sur les conclusions déduites. Le positivisme philosophique a entretenu l'illusion d'un langage naturel, qui serait, par sa naturalité même, immédiatement transparent aux réalités dont il parle. Il a du même coup refusé de considérer comme langage tous les systèmes, où la réalité n'est pas désignée, montrée, mais où l'homme qui parle, chante ou peint se met lui-même en scène au détriment de cette réalité. L'expressivité des formes musicales est tout entière dans cette subjectivité fondamentale et passionnée du compositeur qui les crée, dans cette subjectivité enthousiaste de l'auditeur qui les réinvente à chaque nouvelle audition. La deuxième citation, en rappelant l'herméneutique d'Heidegger, replonge la situation de l'étant créateur dans son habitat naturel, dans la situation de l'être. Mais il n'est possible également que sous l'influence d'une réorganisation des systèmes de signes, qui dénote un profond renversement dans le rapport de l'homme à sa connaissance et qui fait du discours ou de l'œuvre d'art à la fois un objet extérieur à connaître par l'autre et une vaste projection de l'apostrophe. Être individuel sur le monde, non plus un reflet du cogito universel. Pour cette raison, la référence de la musique cesse d'être uniquement les sentiments et les passions en général, mais elle s'élargit en même temps qu'elle s'individualise et se subjectivise dans la construction d'un cosmos imaginaire entièrement induit par les relations des signes entre eux à l'intérieur d'une grammaire personnelle. L'œuvre de la musique vocale, structure interprétative. L'entreprise théorique de Walter Dürr, centrée sur la musique vocale, révèle cependant dans les années 90 une conception tout à fait nouvelle de l'héméneutique musicale. Sa nouveauté prononcée est due avant tout au fait qu'elle parvient à s'affranchir des sédiments de l'herméneutique ancienne, mais aussi à s'appuyer sur l'acquisition principale de la théorie moderne, sur l'analyse immanente de l'art. C'est grâce à ces conditions-là que la méthode de Walter Dürr pouvait partir de la présupposition structuraliste centrale, en tant qu'axiome méthodologique et lui adjoindre l'idée herméneutique et l'approche historiciste en tant que ses possibilités naturelles. Il faut remarquer que l'auteur lui-même n'est pas trop préoccupé de l'explication théorique, pas même historique, de cette nouvelle alliance. Elle acquiert dans sa démarche théorique l'acception pratique, étant complètement consacrée à l'effort d'application, à la méthode d'analyse. Cette dimension pratique de l'herméneutique, autant historique que substantielle, dans laquelle s'opère chez Dürr l'association de ce qui était pas plus tard qu'hier inassociable, témoigne du caractère naturel de cette nouvelle fusion. D'autant plus que la conception de l'auteur est à nouveau orientée vers l'interprétation, en tant qu'interprétation immanente de l'œuvre d'art, vers ce moment central de l'unité triadique de la pratique herméneutique, déplaçant donc l'accent du point de vue psychologique, perceptif, au point de vue intellectuel donc, créatif. Ce qui est focalisé ici,
c'est le niveau poétique de l'œuvre, pour rappeler la tripartition de Nattier, mais la nouveauté intrinsèque réside dans le fait que ce niveau est considéré non seulement comme la structure, mais comme la structure interprétative, susceptible elle aussi d'interprétation. C'est grâce à ce moment distinctif, à cette liaison de l'inalliable, que s'établit un écart significatif, d'une part, par rapport à la position structuraliste absolutisant le niveau immanent et menant à l'analyse taxinomique, et d'autre part, par rapport à l'interprétation ancienne favorisant la découverte du contenu caché ou des pensées de l'auteur. On pourrait même affirmer que le souci principal de l'herméneutique littéraire nouvelle, le souci d'intégrer les trois moments de la pratique d'interprétation, est ici satisfait presque sur un seul niveau. Or, cela ne veut pas dire que l'impératif de la méthode littéraire qui lui est contemporaine est négligé dans la démarche de Dürer. Au contraire, bien que le moment d'interprétation représente le centre de son intérêt, la compréhension dans la reconstruction historique y prend une place importante. Ces présuppositions méthodologiques s'éclairent au seul début de l'étude Sprache und Musik de Dürer. Ce qui doit être décisif pour nous, ce ne sont pas les réponses que donnerait l'auditeur d'aujourd'hui, mais les intentions du compositeur, les moyens qu'il utilisait pour les réaliser. Cette attitude illustre manifestement le déplacement mentionné de l'accent du niveau perceptif, ou bien, pour reprendre la terminologie de Nattier, esthésique, de la démarche d'Imberti sur le niveau poétique qui est donc caractérisé comme niveau intentionnel. De l'autre part, la perspective historique s'impose comme condition méthodologique nécessaire. Il faut examiner, et cela dans une phase méthodologique particulière, comment le compositeur d'une œuvre spécifique, dans une situation historique concrète, se comporte à l'égard de la couche de contenu du langage, ne serait-ce que pour constater que ce rapport n'existe pas du tout. C'est ainsi que le point de départ méthodologique de Dürer contient déjà en soi-même l'idée de réconciliation, visée par Dallaos, des approches intrinsèques et extrinsèques, historicistes et esthétiques, voire immanentes, qu'il se présente comme révélation de l'histoire contenue dans l'œuvre elle-même. Or, la position de Dürer est rendue très spécifique grâce au fait que l'objet de considération immanente n'est plus simplement l'œuvre, en tant qu'hypostase de l'autonomie esthétique et preuve de la nature esthétique de l'art, mais l'œuvre comprenant en soi le rapport du compositeur aux couches du langage. C'est donc le rapport du compositeur aux couches du langage qui crée l'œuvre, qui le produit, en faisant alors partie constitutive, même fondamentale, du domaine de son autonomie esthétique et en devenant ainsi objet de l'observation immanente. Cependant, ce rapport est en même temps historiquement déterminé, il se passe dans une situation historique concrète, et c'est de cette manière que l'histoire arrive à se révéler dans l'œuvre, à savoir dans le rapport du compositeur au langage. Ainsi, Dürer adopte la position de l'herméneutique historique, mais dans le sens strict d'interprétation historique de l'œuvre, reposant sur l'idée de fusion de l'intérieur esthétique avec l'intérieur historique dans une présence esthétique. Seulement que cette présence esthétique, soumise à l'interprétation historique, est à nouveau chez Dürer spécifiée. Elle se constitue comme le rapport du compositeur au langage. Ce que nous voudrions particulièrement souligner, c'est la place centrale qu'occupe, dans la démarche de Dürer, le rapport du compositeur au langage en tant que plateau sur lequel se croisent et s'intègrent les approches immanentes et historiques dans le processus d'interprétation de l'œuvre vocale. Or, la concrétisation historique de ce rapport sur laquelle insiste l'auteur acquiert une dimension supplémentaire. Outre qu'elle vient déterminer l'approche de l'observateur éloigné dans le temps, elle concerne également le compositeur et son rapport au texte qui est donc lui aussi historiquement conditionné. C'est à savoir que le rapport au texte littéraire, ou bien au langage en général, est présupposé variable dans le temps, et que le rapport du compositeur d'aujourd'hui au même étalon langagier serait nécessairement différent de celui d'autrefois. Comme le serait aussi la réception de la même œuvre, littéraire ou musicale, des points du temps éloignés. C'est ainsi que le compositeur d'une œuvre vocale arrive médiatement, dans la position presque similaire à celle de l'exégète, ou bien du simple percepteur de son œuvre. Il est le créateur, mais aussi l'interprète d'une œuvre littéraire dans une situation historique concrète. Par conséquent, son rapport au texte littéraire est, conformément à la théorie de Jauss, susceptible d'une reconstruction historique, de même que l'est la relation de l'horizon d'attente du public et de l'œuvre lui étant proposée à un moment historique donné. Dürer va revenir sur cette question, la question fondamentale de son étude,
après avoir élaboré la question générale et incontournable, celle du rapport de la musique et du langage. L'hypothèse principale de Dürr correspond à la conception de Dahlaus et repose sur le réexamen des deux couches du langage, de même que des conditions de leur présence dans le domaine musical. Si, dans le langage, la distinction entre ces deux couches constitutives, la couche sonore musicale, klanglich musikalischen Schicht, et la couche des signes et des significations, Schicht der Zeichen und Bedeutungen, est irrécusable, dans la musique, la possibilité de leur différenciation se pose en problème. En rappelant l'idée de écho du système sémiotique sans couche sémantique, Dürr adopte en effet l'une des présuppositions théoriques centrales de Dahlaus d'une seule couche musicale intégrant en soi, d'une manière spécifique, les deux couches du langage, chez Dahlaus, la couche médiane entre la syntaxe et la sémantique. Il s'agit donc de la couche musicale à laquelle la sémanticité s'adjoint en sens de connotation des signes musicaux. Pourtant, dans sa propre démarche méthodologique, Dürr va partir de l'hypothèse de deux couches musicales, afin de pouvoir orienter sa recherche vers la couche de contenu du langage, voire vers le rapport de la musique à elle. L'absence de système sémantique fermé entraîne aussi la position libre a priori du compositeur quand il se trouve face au contenu du langage. Le fait même qu'il peut choisir s'il veut reproduire musicalement ou non les contenus langagiers, lui rend la possibilité de les interpréter, d'assigner dans son médium ce qui lui paraît important, ce qu'il veut souligner. C'est par là que l'auteur arrive alors à la thèse principale de son étude sur les relations entre la musique et le langage, celle du compositeur comme interprète. Couche syntaxique, sémantique, musique, texte. Cette thèse est largement développée à partir de la prémisse sur les trois plans composant chacune des deux couches du langage. Le plan des mots, le plan des moindres unités du sens, comme les phrases singulières, et le plan de la forme, voire de l'affect du tout. Donc, quand il interprète la couche du contenu du langage, la couche sémantique, le compositeur le fait sur ces trois plans, les mêmes trois plans qu'il rencontrait dans son rapport à la couche musicale du langage. Dans cet examen du rapport de la musique aux trois plans constitutifs des deux couches du langage, l'auteur est préoccupé des modalités permettant au compositeur de changer les éléments du modèle textuel, de quelque plan qu'il s'agisse. Là, il est particulièrement important de constater le processus d'interpénétration, d'interchangeabilité et d'influence réciproque de deux couches, langagières, musicales, s'opérant dans la relation interprétative. En premier lieu, elle s'établit et se manifeste sur le plan des mots comme relation entre le mot et le motif musical. Or le motif, en tant que signifiant musical, Dürr, est orienté exclusivement vers le sens musical. Il n'y a jamais d'influence réciproque contraignante entre le mot et le motif. Jusqu'à là, les couches musicales et sémantiques sont séparées, à savoir, le motif n'est en relation qu'avec la couche musicale de la langue. Or, cette unité qui n'est que musicalement pertinente, acquiert une connotation sémantique, dès que le motif est répété plusieurs fois sur le même texte. C'est alors que se produit une transposition sémantique, sémantische Übertragung, et que la langue et la musique ne sont plus liées uniquement dans la couche musicale qui leur est commune. Comme le souligne Dürr, le motif acquiert la connotation sémantique tirée des mots. Au niveau des unités syntaxiques, des moindres unités du sens, l'interchangeabilité des couches musicales et langagières, aussi bien que des deux couches constitutives de chacune d'elles, est davantage exprimée. À ce niveau de leur réciprocité, l'importance majeure appartient au fait que la musique atteint la possibilité d'intervenir dans la couche sémantique du texte, tout en agissant dans la couche qui lui est incontestablement propre, c'est-à-dire dans la couche syntaxique. Donc, c'est par exemple par le changement des césures du texte qu'elle arrive à produire des nouvelles unités du sens. De même que le compositeur peut garder les contextes de contenu, de même il peut les changer en posant des césures ou des liaisons. C'est ainsi que la musique s'approprie la faculté de porter le sens, la faculté qui naît de la relation qu'elle établit avec le texte. Il s'agit alors d'une médiation multiple. La musique ne peut pas développer, pas même approximativement, un système pareil à celui de la langue. Dans le détail, elle est orientée vers la langue portant les significations. Mais, c'est de cette orientation vers la langue qu'elle profite pour établir la relation interprétative affectant la couche syntaxique, musicale de la langue. Au troisième niveau, les changements qui se produisent ainsi dans le sens du texte fournissent le sens à la musique elle-même.
La relation entre les deux domaines semble être plus complexe dans la mesure où la musique possède aussi la capacité de former les positions contraires par rapport au contenu des textes. Il est évident que dans ces cas-là, elle vient établir une relation directe avec la couche sémantique du texte, mais cela concerne surtout ce que Dürer appelle l'affect du tout, donc l'affect fondamental, à savoir le sens du discours. Il est important de souligner que ce type de relation, le sens au sens, se montre possible et approuvé, qui plus est, qu'il parvient à se constituer, même en tant que relation négative. Il est manifeste pourtant qu'il n'est possible qu'à partir du niveau de la phrase, donc, d'une unité de sens, ou bien du niveau où le mot est déterminé par le contexte. En conclusion s'impose alors la constatation que le rapport de la musique au texte est à la fois direct, au niveau musical, syntaxique et indirect, au niveau sémantique, dans ces cas où les interventions interprétatives dans la couche sémantique provoquent des conséquences sémantiques. En même temps, le rapport de la musique au niveau sémantique isolément considéré se montre double. Il est indirect donc, médiatisé par la relation qui existe dans la couche syntaxique, ou bien direct, mais cela seulement depuis l'affect du tout qui s'égalise en effet avec le sens du discours, depuis la phrase en tant que la moindre unité du sens jusqu'à l'œuvre entière. L'affect du tout a son équivalent musical dans ce que Dürer appelle le ton, tonart, ou bien le ton fondamental, Grundtonart. Dans le tableau que propose l'auteur, dans sa partie concernant les relations dans la couche sémantique, on peut voir que le type du ton ne s'actualise que depuis le niveau des unités syntaxiques, voire depuis le contenu, inhalt, de la phrase, chez Dürer, même de la partie de la phrase, à travers celui du vers, de la strophe, jusqu'au contenu du texte de la poésie. 5 catégories de relations de la musique et du texte. Les relations de la musique et du texte examinées acquièrent une dimension complémentaire quand elles se situent dans la perspective historique. En effet, c'est une typologie possible de ces rapports, déduite de la conception théorique exposée, qui se confirme dans la ligne diachronique en révélant ainsi sa fondation historique intrinsèque. Dans la démarche de Dürer, il y a une coïncidence importante entre les aspects systématiques et historiques des relations musique-texte. Qui plus est, la taxinomie n'est déduisible que de la perspective historique, ce qui confirme, entre autres, la position générale éminemment herméneutique de l'auteur en réalisant l'idée centrale de l'herméneutique musicale nouvelle, la fusion de deux perspectives méthodologiques visées par Dahlaus. Leur congruence dans la conception de Dürer se montre extrêmement significative pour notre examen. Elle soutient de son angle de considération l'hypothèse d'évolution du rapport musique-texte en tant que processus diachronique des changements des types de ce rapport. Comme le souligne Dürer, le rapport de la musique et du langage se distingue d'une époque à l'autre, du type à l'autre. Ces types, historiquement déterminés, se manifestent comme 5 possibilités de rapport du compositeur au mot. La première, la déclamation neve-déclamation, reflète une relation inconsciente, non réfléchie, unreflexed, de la musique et du texte et se relie alors à la tradition musicale orale folklorique. Étant alors dans un certain sens anhistorique, cette catégorie n'appartient pas au domaine considéré. Or, la deuxième catégorie de Dürer, la déclamation ordonnée, Geregelte déclamation, vient introduire la musique dans l'histoire. Il est décisivement important de constater que cet instant de l'histoire musicale, marqué par ce deuxième type du rapport de la musique et du texte, est ancré dans le XVIIe siècle et dans le récitatif. Comment Dürer explique-t-il cette liaison historiquement déterminative ? Le récitatif libre composé s'oriente lui aussi, depuis le XVIIe siècle vers les formules appropriées. Pourtant, le compositeur a en outre la possibilité d'interpréter le texte. Donc, le moment où la relation musique-texte s'établit dans le sens historique est le moment dans lequel elle s'établit comme interprétation. Il faut aussi remarquer que ce rapport d'interprétation se manifeste au sein du domaine qui est, initialement, ordonné. Le geste interprétatif se situe, alors, dans des voix instrumentales, qui peuvent poser des accents harmoniques ou former des nouvelles connexions grâce à leurs propres moyens de décomposition indépendants du texte. Tandis que la partie vocale, celle du récitatif, est surtout orientée vers les figures sémantiques qui accentuent les mots importants ou bien à celles qui sont propices aux analogies musicales. La troisième catégorie, la catégorie centrale, le compositeur comme interprète, est cependant fondée sur la possibilité constatée du rapport interprétatif.
deux distinctions faites par Dürer dans le cadre de cette catégorie s'imposent comme cruciales. La distinction entre la mimésis, d'un côté, et l'interprétation consciente, de l'autre, définie comme prise de position de la part du compositeur qui comprend le texte différemment de son auteur. La deuxième distinction, déduite de la première, repose sur la supposition que, outre les relations qui concernent le singulier, donc, outre les figures qui portent les noms ou sont autrement sémantiquement définies, le compositeur peut aussi former des relations concernant les unités de sens entières. Les deux distinctions forment le cadre du rapport interprétatif de la musique au texte qui lui-même repose sur deux conditions principales, représentant en même temps ces deux traits distinctifs par rapport à la catégorie précédente. Que les textes sont interprétés dans toute leur structure, et pas seulement dans des moments singuliers, et que l'interprétation, ainsi fondée, n'a pas un caractère accidentel mais se déroule selon le plan, qu'elle est donc intentionnelle. La quatrième catégorie, la composition du langage, Aus der Sprache, focalise la relation dans laquelle le langage est le moyen pour la composition musicale qui est en majeure partie autonome. Cette relation concerne surtout la totalité du texte poétique, et elle se réfère au sens du contenu proche au code sémantique de l'époque, à un affect particulier ou à une image caractéristique. C'est le cas où l'aspect formel et syntaxique de la poésie se plie, dans une mesure considérable, aux lois musicales et trouve son genre musical représentatif dans l'air. Dans la composition avec le langage, mit der Sprache, la dernière catégorie, apparaît la situation inverse par rapport à la première catégorie. Ici, c'est le langage qui, du point de vue musical, perd son autonomie, sa fonction sémantique, se réduisant à sa propre dimension musicale. Les éléments structurels du langage sont traités comme des éléments structurels musicaux. Il faut remarquer que 5 possibilités de relation musique-texte ainsi établies par Dürer érigent un ordre de symétrie renversée, dans lequel la dépendance complète de la musique par rapport au texte s'affaiblit progressivement vers la catégorie centrale, pour évoluer de ce point dans la direction contraire vers l'autonomie musicale complète, réduisant en même temps le texte à sa dimension musicale, on pourrait dire, en le faisant musicalement dépendant. Composition comme interprétation, l'équilibre de la musique et du texte. C'est la troisième catégorie, celle d'interprétation musicale du texte poétique, qui représente ce stade dans la relation de deux domaines où ils retrouvent l'équilibre parfait, entendant aussi leur interpénétration, de même que l'interpénétration réciproque de leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.